Ok, hello à tous, bienvenue dans cet épisode de Walkie Talkie, un peu différent aujourd'hui. Déjà, je suis dans ma chambre. Vous devez vous dire, on comprend pas le concept qui nous a bassiné avec un concept en marchant, un peu inédit, etc. Et là, il se retrouve dans sa chambre. Bon, j'ai changé d'avis pour l'épisode qui me concerne en tout cas, et seulement pour cet épisode-là, parce que tout simplement que j'osais pas vous faire un épisode face cam dans la rue avec ma perche et compagnie. Enfin, c'était encore trop, c'était trop de me demander de faire ça. Hem, Bref, le regard des autres et tout, c'est encore un peu compliqué. Même parfois quand je suis avec des gens dans la rue en train de filmer, je me dis: «Ah, on va nous juger». Bon après je passe vite à autre chose et je me remets vite dans l'interview, mais j'ai quand même encore ces pensées-là. Donc étant tout seul, c'était pour moi impossible de le faire, dans la rue. Donc me voilà dans ma chambre à Bruxelles, pour un épisode un peu spécial. En fait, vous êtes plusieurs personnes à m'avoir demandé: «Mais Cam, fais un épisode, face cam en vrai, par rapport à ta santé mentale et comment tu te sens et par rapport à tes anxiétés». Parce que c'est quelque chose dont je parle assez librement sur les réseaux, mais en vrai, je crois que je l'aborde de manière assez superficielle. Ça va être parfois, je vais le mettre dans un petit texte ou dans une petite légende. Et est-ce que ces textes sont vraiment lus? Est-ce que ma parole est vraiment écoutée à ces moments-là? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire ça et je me suis dit que c'était une bonne idée d'être en fait complètement transparent, avec vous aujourd'hui. Je pense que ça va être hyper décousu parce que j'arrive pas du tout à organiser mes pensées. C'est la première fois que je fais un face cam, aussi long du moins et aussi, introspectif. Donc je m'excuse par avance si jamais vous suivez pas mon propos ou voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages derrière si vous avez pas compris quelque chose, mais je vais faire de mon mieux. Donc en gros, l'idée, c'est de retracer un peu, ma relation avec l'anxiété de manière générale, hem et en gros, comment c'est arrivé dans ma vie, comment je l'ai, navigué du coup, comment j'ai navigué avec cette anxiété tout au long de ma life et aussi comment je me sens aujourd'hui vraiment, à 30 ans, 31 ans maintenant. Je croyais que c'était un âge dans lequel on allait, que tout était réglé à 30 ans quand j'étais petit. Je disais toujours à ma mère: «J'ai hâte d'avoir 30 ans». Parce qu'en vrai, j'ai grandi avec des rom-coms où en fait les meufs à 30 ans, elles sont genre trop, trop bien et ça y est, elles ont trouvé l'amour, elles se sentent hyper bien, elles ont le boulot de leurs rêves. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je crois que je m'en rapproche, mais intérieurement, il se passe encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et notamment beaucoup d'angoisse et encore beaucoup d'anxiété, dans ma vie. Donc je crois que c'est un peu un mythe au final de d'avoir 30 ans et de se sentir parfaitement bien. Mais je crois qu'à 30 ans, en tout cas pour moi, comment je le sens aujourd'hui à 31 ans, c'est que je commence à peine le chemin de l'acceptation. Je crois que pendant 30 ans, j'ai été en lutte contre moi-même et là, je dirais que ça fait, ouais, depuis que j'ai lancé le podcast, je dirais genre peut-être, 6 mois, peut-être un peu avant, 1 an, où je me dis: «En fait, Cam, tu n'as pas le choix que d'accepter comment tu es, parce que sinon tu vas être en lutte permanente et en fait, tu vas perdre ton énergie, en fait, et tu vas perdre cette bataille et en fait, ça sert à rien d'être en bataille et juste, accepte enfin qui tu es». Donc voilà, je vais vous retracer un peu, comment ça s'est passé pour moi et voilà, j'espère en tout cas que ça intéressera des gens. En fait, cette conversation que j'ai avec vous aujourd'hui, elle part surtout d'une conversation que j'ai avec un collègue la semaine dernière au travail, où elle me dit, «Putain mais Cam, toi en fait quand tu es au taf», je travaille dans un coffee shop pour ceux qui ne savent pas, je suis barista. Ça fait des années que je fais ça, c'est un peu mon job, confort on va dire et dans lequel je me sens bien. Mais du coup, je vais vous expliquer et qui me permet du coup de financer mon podcast et de voilà, de vivre, d'avoir, de m'assurer une sécurité financière, on va dire. Il y a quand même des aspects de ce job que j'adore bien évidemment. Mais en gros, bref, mon collègue, me dit, «Toi Cam, en fait, quand tu es au taf, tu as l'air hyper bien, tu parles à tout le monde et moi ça me donne trop envie d'être, bah, un peu comme toi, aussi confiant et cetera». Et en fait, je regarde cette personne et je me dis genre: «Mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe en moi actuellement». Parce que justement, être au travail pour moi, ça représente aujourd'hui ma plus grosse source d'angoisse. C'est énormément de triggers pour moi, ma relation aux autres, ma relation à la hiérarchie, ma vulnérabilité sur mon lieu de travail, mon perfectionnisme. Ça vient de toucher plein, plein de choses en moi qui me rendent très, très sensible sur mon lieu de travail. Mais je crois qu'en fait,
L'être humain est très, très, très doué pour mettre, ses meilleurs masques. En gros, quand j'arrive au travail, je mets le masque du cam, hyper heureux, qui va parler aux clients, qui dit à tout le monde: «Les gars, parlez aux clients, c'est trop bien, on crée du lien, on est là, on est ensemble et cetera, on est une équipe». Mais en fait, au fond, il y a des moments où je me sens très, très seul et des moments où je suis en train de littéralement faire des crises d'angoisse sur mon lieu de travail et personne ne le voit en réalité. Donc ça part de cette conversation-là où je me dis en fait, moi aujourd'hui dans cette logique-là d'acceptation un peu de qui je suis et de mes angoisses et cetera, j'ai besoin d'être clair en fait avec les gens qui m'entourent. Ça veut pas dire, que je vais balancer toute ma vie à tout le monde et tous mes ressentis en permanence, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un me regarde dans les yeux et me dit que j'ai l'air hyper confiant et hyper bien, le rôle que je veux avoir pour moi-même aujourd'hui, c'est de avec toute la douceur que j'ai peux avoir pour moi aussi, de dire à cette personne: «C'est faux». C'est faux parce que oui, je suis confiant et cetera. Oui, je suis quelqu'un qui va être assez solaire avec les gens autour de moi, mais il y a aussi, j'ai aussi une part d'ombre et je me sens aujourd'hui en capacité de la révéler au monde. Non pas que je sois sur un pédestal énorme, mais que au moins les gens qui m'entourent au quotidien soient au clair sur ça et en fait, moi, ça me fait juste du bien d'être vrai, tout simplement. Mmh. En gros, l'anxiété pour moi, j'ai pris des notes, mais je sais même pas si ça va me servir à quelque chose en vrai. Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon bref, ça va être décousu comme je vous l'ai dit. L'anxiété pour moi, c'est un concept déjà que je connais pas. Quand je suis jeune, quand je suis adolescent, j'ai 15 ans. Non, j'ai pas 15 ans, qu'est-ce que je raconte? On est en 2015. Hem, J'arrive à Paris après mes études à Aix-en-Provence, enfin une partie de mes études pour continuer justement mes études en communication. J'intègre une fac qui est trop, trop bien, Paris Descartes et tout. Enfin, je crois qu'on était quand même beaucoup à demander cette fac et finalement j'arrive à avoir cette licence un peu cool et cetera. Mon rêve à ce moment-là, c'est bosser dans les médias. Il y a rien d'autre. C'est je veux être attaché de presse, je veux faire de la télé, je veux faire de la radio, par A plus B, et ça, je pense que ça fait vraiment partie de mes ressources. J'arrive à, toujours à mes fins professionnelles. Si je veux quelque chose, je l'aurai et ça a toujours été le cas. Alors je sais pas si je suis béni des dieux ou s'il y a un ange gardien qui est là avec moi et qui m'accompagne là-dedans, mais en tout cas, j'ai toujours eu du cul, là-dedans et ça a toujours fonctionné. Donc par A plus B, je me retrouve à, France Télévisions, pour une alternance. Donc là, c'est cool, je vis enfin mon rêve. En plus, j'avais à l'époque mon ex, avec lequel j'avais déménagé en même temps à Paris, parce que lui aussi venait du sud et on arrive tous les 2 à Paris. On a 2 apparts différents, mais voilà, on commence un peu à vivre cette aventure parisienne, vous savez, qui nous fait un peu rêver quand on vient de province et encore plus, je trouve, en tant que qu'homme gay, on croit que c'est vraiment le moment où on va vraiment se révéler au monde et où on et en fait, où on va vraiment accéder à qui l'on est, à plus pouvoir à ne plus se cacher, à ne pas dire et cetera. Je crois que l'arrivée à la capitale pour une personne homosexuelle, c'est quelque chose d'assez important et d'assez, émancipateur. Donc voilà, pour moi, c'était un moment ultra, ultra, ultra symbolique pour moi d'arriver là-bas. Je travaille à la télé, tout se passe bien sur le papier. Enfin, ma relation était plutôt, bah, cool, je crois, malgré certains défauts évidemment, mais on est jeune, on vit des choses un peu intensément, mais voilà. Hem, J'attaque à France Télé, tout se passe bien et là, je sens au fur et à mesure des semaines qu'il y a une espèce de lourdeur qui s'installe en moi, je me sens pas bien. Je sais pas, il y a un truc qui se joue, qui est pas OK en moi et je commence un peu à être, déprimé et cetera. Pour ceux qui ont vu l'épisode de ma mère, que j'ai sorti en premier sur la chaîne, c'est vraiment le moment de ma vie, je crois 2015, je le redemanderai, mais hem, où elle, en fait, elle a son pic de consommation de cocaïne. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, ma mère est une ancienne, addicte à la cocaïne et je crois qu'à ce moment-là, vraiment, j'ai pas trop de lien avec elle, je me débrouille un peu tout seul. Mon père, il est là sans être là. Enfin, je me rappelle d'avoir fait mon déménagement tout seul à Paris d'ailleurs. Enfin, ma tante m'avait accompagné à l'époque pour partir un peu à cette chasse à l'appart. Pour vous dire à quel point c'était déjà un peu je me sentais déjà un peu, lonely, on va dire, un peu seul. Hem, donc voilà, je crois que ça il y a plusieurs choses qui ont joué à ce moment-là. J'arrive à la capitale, c'est cool, mais voilà, c'est pas ouf. Je sens la déprime qui s'installe, je sens aussi que ma mère, ça va pas d'un côté, donc je sens quand même qu'il y a des choses qui vont pas.
Il m'arrivait de fumer des joints à ce moment-là avec mon mec, à l'époque, de temps en temps. Enfin vraiment, c'est vraiment anecdotique. Je pense que j'ai fumé genre peut-être 3 4 joints avec lui, les week-ends à Marseille et compagnie, parce qu'on s'est rencontrés à Marseille. Hem et là arrive un week-end où je suis mi-moon et je commence du coup à fumer un joint avec lui. On est chez lui et là je sens que ça va pas. Donc typique, vous voyez où j'en veux en venir. Bad trip de ouf, je commence à me sentir pas bien, palpitations, tête qui tourne et en fait, c'est la première fois de ma vie où je me dis: «Je vais mourir». Je vois la mort imminente qui est là, qui me regarde dans les yeux et en fait, pour la première fois de ma vie, je comprends qu'on peut mourir. Je m'en mêle les pinceaux. Faut savoir que de ça, non attendez, c'est peut-être bref, avant ou après, du coup, on est en 2015, il y a les attentats de Paris en 2015. Donc méga choc pour moi. J'habitais pas très loin en plus, donc tu es là, tu es cloîtré chez toi. Je me rappelle, on était le soir avec mon mec, chez moi. Ça, c'était avant ou après je fume le pétard. Enfin bref, c'est assez mélangé pour moi. Je suis vraiment désolé si ça vous perd. Mais en gros, les attentats m'ont marqué parce que je me dis, en fait, on peut être jeune, vivre sa vie et d'un coup se faire fusiller par une bande de malades, en fait. Et pareil, donc ça, ma relation à la mort à ce moment-là change. Je la vois de plus près, je la constate, je la sens autour de moi. C'est hyper anxiogène parce que du coup, ce soir-là, je suis avec mon mec chez moi le soir des attentats et en fait, on regarde les infos et on nous dit ne sortez pas de chez vous. Sauf que lui, en fait, décide de partir. Je crois que le lendemain, en fait, encore le lendemain, il disait restez chez vous, évitez les sorties, etc. Moi, j'habitais vers la Fourche à Paris, donc pas très loin du stade, etc. Dans le 18e. Et en gros, lui décide de partir. Donc là, je me sens doublement seul. Enfin, il y a plein de choses qui s'en mêlent dans ma tête. Enfin, c'est pas un bon moment. Et là, je comprends en fait pour la première fois que mon mec, il est pas trop là pour moi en réalité. Et que peut-être que lui, il avait ses propres choses aussi going on, tu vois. Mais à ce moment-là, je sens je peux pas trop compter sur lui dans les moments de terreur. Alors que je crois quand tu as 20 ans, 22 ans, tu. Ouais, j'avais 20 ans, je crois. Tu as besoin en fait d'avoir ce soutien autour de toi, d'autant plus dans des moments notamment dans des moments comme ça de terreur. Bref, cet événement passe, me traumatise, beaucoup parce qu'on en parle beaucoup, j'en parle beaucoup avec mes parents au téléphone et cetera, parce que j'avais encore quand même des contacts quand même avec eux, à ce moment-là. Pas autant qu'aujourd'hui, on n'était pas aussi proches, mais je crois qu'on s'appelait quand même de temps en temps. Et j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes amis du sud, à Garance, à Célia, enfin c'est des moments où en fait on a été très connectés et où on en parlait beaucoup, aussi au téléphone. Je m'en mêle, encore une fois. Arrive le soir où je fume le pétard. Bad trip, de ouf. Je me retrouve du coup à appeler les pompiers parce qu'en fait je me suis dit: «Cam, tu vas mourir en fait». Donc là, il est grand temps de de mourir au moins dans un endroit sain où tu vas être encadré de médecins et cetera. Appelons les pompiers. Mon mec appelle les pompiers, ils arrivent, ils voient très bien que je suis en train de faire un bad trip, tout ça parce que j'ai fumé un vieux joint, enfin nul quoi. Et en gros, j'arrive mon mec décide de pas m'accompagner à l'hôpital. Donc deuxième coup un peu de: «Putain en fait, quand je vais mal et quand j'ai besoin, pas trop là pour moi quoi». Donc là pareil, c'est des moments où je me suis senti très, très seul et pour moi ça a été assez compliqué de gérer ma première relation à l'angoisse comme ça parce qu'en fait, déjà que tu es terrifié par toi-même, tu as personne à qui parler autour de toi, donc je parlais aux infirmières, j'étais paniqué, mais en gros voilà, ils m'ont donné un anxiolytique et ils m'ont fait rentrer chez moi, c'est tout. Enfin, parce qu'eux, c'est ce qu'ils voient tous les week-ends et encore je pense que comparé à ce qu'ils voient avec la drogue, moi j'étais vraiment, de la gnognotte quoi. Mmh. Et en gros, je rentre chez moi, je me souviens le lendemain, ma pote Garance, qui est ma meilleure pote, arrive à Paris pour passer le week-end et en fait, je me souviens, on a passé un week-end où j'étais en mode en fait, je sentais que l'angoisse pourrait revenir à tout moment parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous marque dans le corps, donc le corps est tendu. Je me souviens d'avoir la tête qui tourne, d'être, vous savez, un peu la tête légère en permanence et d'être pas bien, de me dire qu'à tout moment, je me disais qu'à tout moment, je pouvais canner. Donc en fait, il y a vraiment cette première relation d'angoisse, qui est là, qui est omniprésente dans ma vie à ce moment-là et heu et ouais, cette première sensation de mort, je dirais, où en fait on comprend qu'on peut mourir et on le vit super intensément de l'intérieur. Donc s'ensuivent, quelques semaines où en fait ça va pas du tout. Je fais crise d'angoisse sur crise d'angoisse à Paris. J'essaye de retourner à France Télévisions, d'aller à la fac.
Et je me souviens, en fait, je fais des demi-tours dans le métro, je rentre chez moi parce que j'arrive pas. Je me souviens un jour, je suis à la cantine de France Télévisions et en fait, pareil, tête qui tourne, pas bien, angoisse. Il faut que je sorte de ce bâtiment, donc il faut que je rentre chez moi. Et du coup, bah, je rentre chez moi, enfin et en fait, ça s'ensuit, en fait, où je commence à vraiment plus aller au travail, à vraiment plus aller à la fac et là, je me souviens, j'appelle, qui j'appelle à ce moment-là? Ben j'appelle Garance et j'appelle ma cousine, je crois, à ce moment-là. Quand vous écouterez cette vidéo, je pense que vous allez vous souvenir de ces événements-là et en plus, Marion, je crois, ma cousine, s'était passée à Paris aussi, juste après Garance, enfin, ça se mélange encore un peu, mais vous étiez quand même pas mal là, à ce moment-là et je leur dis: «Guys, je peux plus rester à Paris, en fait, il faut que je rentre, il faut que je sois près des miens, dans le sud». À l'époque, ma famille et mes amis étaient à Aix et il faut que je rentre à Aix, il faut que je me repose, il faut que je prenne du temps pour moi, quoi. Donc là, j'appelle la fac. France Télévisions, c'est compliqué parce que c'est un job que j'ai vraiment voulu, où je me suis vraiment battu pour l'avoir et dans ma tête, symboliquement, je lâche mon rêve. Je me dis, en fait, la seule chance que j'avais de devenir quelqu'un, la seule chance que j'avais de travailler dans les médias, de côtoyer des stars, en plus, je m'occupais de partenariats musique et cinéma pour France Télévisions, donc autant vous dire que pour moi, c'était genre waouh! À ce moment-là, c'était incroyable d'aller à des avant-premières, c'était incroyable d'aller à des concerts, c'était ouf, ouf, ouf. Donc là, je faisais une grosse croix en fait et ma vie s'effondrait. Donc je me retrouve à Aix un peu penaud, ça va pas trop, mais du coup, je crois que je sais pas si j'ai du chômage ou quoi à ce moment-là, mais bref, je me rappelle plus. Je me remets vite à travailler, je crois. Je fais des petits jobs comme ça, alimentaires, vite fait. Je me rappelle avoir travaillé à la fac à Aix, ça aussi c'est un épisode de merde, mais que je vais pas vous raconter maintenant parce que c'est vraiment insignifiant, je crois. Hem où je me dis: «Beh, il y a un super coffee shop qui vient d'ouvrir, je vois que c'est des hipsters qui le tiennent et compagnie». C'est pareil, si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez et je me dis: «Il faut trop que je travaille là-bas, quoi». Donc je travaille là-bas, maison noche, me voilà. Et je commence du coup à être un peu, serveur slash barista machin à Aix et c'est cool, enfin là je crée des liens qui sont super, je me fais grave pote avec toute l'équipe donc il y a vraiment ce lien social que je développe du coup et que j'avais pas forcément à Paris. J'ai aussi mes potes, d'avant, j'ai mes nouveaux potes qui arrivent aussi dans ma vie, je pense à Emma, je pense à Auré, enfin je pense aussi même à Gaïa, enfin, que des moments comme ça, trop, trop cool. En plus de là, ça va tellement pas que moi je crée une relation complètement fusionnelle avec ma sœur. Par A plus B, on décide de s'installer ensemble. Donc mes angoisses, je les gère comme je peux parce qu'en vrai, je suis méga, méga, méga entouré à ce moment-là. Et en fait, je ne vis que pour être entouré. Je fais que sortir, je suis tout le temps en train de boire des cafés sur le cours Mirabeau, c'est un peu, enfin je travaille mais voilà, il y a beaucoup quand même de fun et du coup les crises arrivent encore et le terrain anxieux est toujours là. Mais en fait, vu que je suis méga entouré, je gère comme je peux. Enfin en vrai, ça casse les couilles à tout le monde parce que je me souviens avoir, Garance, tu écoutes, quand tu vas rire quand je vais raconter ça, mais je passe un nouvel an, chez Garance où tout va très bien et d'un coup tout le monde décide de sortir et moi dans ces moments-là, je me sens hyper angoissé parce que tout le monde va sortir en boîte et que moi j'ai pas envie de sortir en boîte et que je peux pas. Du coup, je fais une crise d'angoisse, je demande aux gens de rester avec moi. Enfin, c'est horrible parce que du coup, tu embarques aussi beaucoup de gens dans ton malaise et en fait, tu as tellement besoin des autres à ce moment-là que qu'en fait, tu peux pas faire autrement et les autres du coup, bah, vu que c'est tes potes, ben voilà, ils font l'effort de rester, mais en vrai, c'est un peu relou, quoi. Et à ce moment-là aussi, j'attaque ma première après avoir vu, quelques psys avec lesquels c'était pas forcément concluant, pareil ça je passe. Je découvre un psy à Aix qui est trop, trop cool et là, je fais une espèce de il était pas psychanalyste, il était, psychologue à tendance psychanalytique, en gros. Donc je parlais énormément, il était très, très, un peu taiseux, vous voyez? C'est ce vieil homme en fin de carrière qui connaît. Donc en fait, pour moi, ça m'a rassuré que d'avoir quelqu'un qui connaisse vraiment son sujet et qui en gros, pas minimise, mais me dit me il me disait que tout simplement ça allait aller. Enfin, que j'étais entre de bonnes mains, que je me prenais en main et je me souviens à cette époque, les gars, genre je pense que ça a duré peut-être, je sais pas, facilement 10 mois où j'allais tellement mal quand j'étais pas avec les gens justement que j'allais au psy 2 fois par semaine et bichette, merci, merci à ce psy parce que franchement, c'était le début de ma carrière, même de barista et cetera. Je gagnais pas énormément d'argent, j'avais un loyer cher à Aix, enfin
Et ça me fait penser qu'il faut que je vous parle de ma relation avec ma sœur juste après ça, que j'ai oublié de vous dire. Mais bref, trop mignon, il me faisait grave des prix et tout, donc je pouvais vraiment continuer à faire ce travail. En fait, pour moi, à ce moment-là, c'était même pas un travail thérapeutique, c'était vraiment un. C'était, si je n'allais pas 2 fois chez le psy dans la semaine, ça n'allait pas et je n'arrivais pas à marcher dans la rue, je n'arrivais pas à rester seul. Je faisais des crises d'angoisse dans la rue où j'appelais ma sœur en mode, «Ambre, tu dois venir me chercher, je suis dans cette rue, mes jambes me lâchent et tu dois venir avec moi, quoi, et pour m'aider à marcher, quoi». Et je me souviens même de chez moi à chez le psy, il y avait peut-être, je sais pas, 25 minutes de marche, mais hyper chill. Enfin, ceux qui connaissent Aix-en-Provence, on n'est pas non plus dans une ville qui est hyper insécurisante, on va dire, mais comme quoi on peut être dans le plus privilégié des environnements, mais quand même sentir des grandes, grandes, grandes insécurités et une peur immense au moindre pas dans la rue, quoi. Donc je continue ça, c'est vraiment ma bouée de sauvetage à ce moment-là, cette thérapie-là. Je comprends quand même certaines choses, ça me fait du bien, j'arrive de mieux en mieux. Et ce psy me dit un truc que vous savez, des fois, il y a des phrases que des gens vous disent à des moments de votre vie et qui vous marquent. Alors moi, elle m'a marqué, elle est pourtant si simple, mais il me dit: «Quand tu sors dans la rue, même si tu vas très, très, très mal, tu ne sais pas sur quelle surprise tu vas tomber». En gros, ça me sert encore aujourd'hui quand j'ai des moments de down et très dark où je me dis: «Tu dois sortir dans la rue parce que je dois aller au taf, je dois aller faire des courses et cetera. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver». Et souvent, c'est des journées merveilleuses parce que je suis parti vraiment les pieds de plomb dans mon quotidien. Mais en fait, je me laisse surprendre par ce qui va se passer et je repense toujours à ce psy qui, du coup, a mis cette graine dans mon esprit de quand tu sors de chez toi, il peut se passer des choses qui sont très, très, très belles à n'importe quel coin de rue. Et du coup, ouvrir la possibilité de se laisser surprendre même dans des moments de dark, ça a été vraiment un déclic pour moi à ce moment-là. Peut-être pas sur le moment en direct parce que j'étais toujours en galère, mais quelque chose que j'ai entretenu au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui représente vraiment une aide précieuse au quotidien. Bref, à ce moment-là, je suis hyper fusionnel avec ma sœur. C'est-à-dire qu'on vit dans le même appart, on a 2 chambres, je dors avec elle. Parce que je suis terrifié de dormir seul. Je me souviens, on pose l'ordinateur entre nous, elle était du côté droit, moi du côté gauche. On pose l'ordinateur entre nous tous les soirs et on s'endort. Et en fait, ça prouve à quel point, à ce moment-là, ma sœur et moi, on était démunis. Mon père était pas forcément là, il travaillait. Ma mère était complètement, je pense, encore une fois, c'était vraiment je crois que l'addiction de ma mère, elle a duré vraiment 10 ans. Et là, on est vraiment dans les grosses années où ma mère, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Où, je crois qu'elle avait même pas encore fait ses premières rehab et compagnie. Ou alors c'était juste les premières, mais elle est dans le dur, quoi. Donc en fait, on peut compter sur personne. Et à ce moment-là, mon noyau amical plus ma sœur, ça représente vraiment mes piliers. Et en fait, cette thérapie aussi, en parallèle, m'a permis aussi de tout remettre en place. De voir que ma sœur était que ma sœur et c'est pas ma mère. Enfin, c'est plein de transferts que moi j'ai fait dans ma tête à ce moment-là, mais en fait, avec ma sœur, on n'a pas eu le choix que de se fusionner et d'être ensemble, de vivre ensemble, de tout vivre ensemble, d'avoir les mêmes potes, de travailler aux mêmes endroits parce qu'on a travaillé aussi dans le même coffee shop. En fait, on n'avait pas le choix parce on était tellement déséquilibrés par tout ça qu'on a regardé autour de nous, ben, elle était là, j'étais là, et en fait, on va se soutenir et on va avancer ensemble. Donc, je crois que je remercierai jamais, putain, je vais chialer. Euh, je remercierai jamais ma sœur de tout ça, que si jamais elle n'avait pas été là dans ma vie à ce moment-là, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, ça aurait été. Je sais pas, chaque jour que Dieu fait, je remercie d'avoir une sœur. Franchement, c'est incroyable d'être né dans cette famille-là, mais avec cette sœur-là, c'était essentiel. Et même aujourd'hui que tout va tellement mieux dans ma vie et dans ma relation avec mes parents et que, pareil, que ma mère va mieux, qu'on a des bonnes relations avec mon père, etc. Le fait aussi de vivre des moments de bonheur avec ma sœur aujourd'hui, je me dis, putain, on n'a pas que traversé des merdes, on arrive aussi à être heureux ensemble. Et moi, la voir heureuse aujourd'hui, qui voyage, qui est avec son mec et tout, c'est une partie de moi qui est heureux aussi, quoi. Enfin, c'est trop cool. Bref, je pensais pas que ça me fasse autant d'émotions. Bon, vous voyez, j'ai pas l'alarme facile non plus, je vais pas mettre à chialer devant vous non plus, mais bon, bref. Donc voilà les années à Aix, voilà, je gère mes anxiétés comme je peux, avec les soutiens que je peux, mais c'est encore très très dur.
Les crises d'angoisse sont omniprésentes et quand elles sont là, ça va. Il y a une crise qui a été déterminante aussi et vous allez comprendre, par la suite. En gros, je pense que je suis à un stade d'anxiété qui est genre ultime. Je pense anxiété, je mange anxiété, j'ai peur de faire une crise à chaque moment de ma vie, même sur mon lieu de travail, partout et heu et j'en fais régulièrement avec mes potes, comme je vous le disais et en gros, un jour, je suis au taf, je suis derrière le comptoir, je prends une commande et là, il y a un truc qui se passe en moi. Je sors de mon corps. Vous allez peut-être penser que je suis fou, je ne sais pas si vous avez peut-être vécu une expérience similaire, mais je me vois. C'est comme si d'un coup vous prenez vos yeux et vous les mettez là-haut et vous vous voyez en fait au-dessus. Vous voyez la scène de votre vie qui se déroule. Donc je me vois moi, je vois la personne qui me parle en face de moi à laquelle je suis en train de prendre une commande. Et en fait, je déréalise. Donc on appelle ça la déréalisation, je l'ai su après. Parce que du coup, je retourne quand même chez le psy, je me dis: «Mais what the fuck? What is happening?» tu vois? Et c'est terrifiant parce qu'en fait, on n'est plus dans son corps. On n'a plus les sensations et moi, en plus, qui ai tellement peur d'être dans mon corps, c'était une période, je pense, on a tellement peur qu'il nous arrive quelque chose aussi. J'avais tellement peur d'avoir la tête qui tourne, j'avais tellement peur que mon corps me lâche, de mourir, que mes jambes me lâchent, qu'en fait, quelque part, on est aussi dans son corps. Enfin, on est dans sa tête, mais les symptômes corporels nous tiennent. Enfin, c'est très bizarre. Mmh. Et en gros, je me vois. Donc là, flip total. Je me souviens, je vais dehors, j'appelle le psy, enfin, je dis que ça va pas. J'arrive par A plus B à me calmer, mais première crise de déréalisation. La déréalisation, je l'ai noté, c'est un trouble dissociatif. C'est avoir une impression que le monde est irréel, d'être en dehors de son corps. En dehors de son corps, c'est plus attrait à la dépersonnalisation, mais c'est deux symptômes qui sont liés. En gros, c'est avoir cette impression un peu vaporeuse en permanence de, «Je suis là, mais je suis pas là». C'est pas un délire, c'est pas une psychose, enfin, sinon je serais pas là certainement pas là en train de vous parler et je pense que ça aurait mal terminé, mais parce qu'en fait, on sait que ce qu'on vit est réel, on le sait qu'on est dans la réalité, mais on a ce sentiment énorme de, je sais pas, c'est de la vapeur autour de nous. Le lien à l'autre est plus pareil, le lien à soi est plus pareil, on se sent en dehors, on se sent à côté de ses pompes et je pense que ça vient vraiment de là l'expression on est vraiment pas là, quoi. On est là, mais pas là. On croit que le monde est irréel, on se regarde dans le miroir, parfois on se reconnaît pas. En fait, on sait que c'est soi, mais on se remet pas. Enfin, je sais, en fait, je peux pas si vous avez jamais senti cette sensation, je vous le souhaite pas, hein, c'est, un truc j'ai du mal à décrire parce que c'est vraiment c'est très, sensationnel. Enfin, ça se sent et ça se vit vraiment de l'intérieur. Bref, donc là, panique totale, je google tout, j'appelle le psy, enfin bref. Je me calme, et voilà. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le yoga arrive dans ma vie, donc ça, c'est ce qui va me tenir aussi parfois à revenir, dans mon corps. En fait, ma boss avec qui je travaillais, Julie, si tu passes par là, je fais tellement de dédicaces dans ce truc, c'est ridicule. Genre, je suis plein de big up et tout. C'est terrible. Julie me dit, ma boss du coup chez Maison Noche à Aix me dit: «Viens, on va faire du yoga un soir, quoi». Moi, c'était le premier cours de en réalité, c'était pas mon premier parce que mon premier cours de yoga, je l'ai fait quand j'avais 7 ans, quand j'habitais dans mon petit village. Heu, on s'en bat les couilles. Mais je reprends du coup le yoga, avec, Julie et en fait, pour la première fois, je me dis: «Putain, en fait, je peux être dans mon corps, quoi» et mes pensées, mon flot de pensées peut se calmer. Donc je me dis: «Ah, c'est cool, on va peut-être explorer cette voie». Donc j'y retourne, pas forcément assidûment, mais je vois que le yoga me fait du bien, donc j'y retourne de temps en temps et je vois que c'est peut-être une voie que je vais explorer par la suite parce qu'en fait, at the end of the day, je fais pas de sport, je médite pas à ce moment-là ou très peu. Les seules choses qui me font du bien, c'est et qui arrêtent mon cerveau, c'est le psy et le yoga. Donc je me dis: «Beh, je vais peut-être continuer à explorer ces voies-là, quoi». J'ai jamais été quelqu'un de très régulier dans mes pratiques ou qui va, tous les matins méditer, tous les matins aller au sport, machin. Donc là, c'est pas ce que j'ai fait non plus. J'y suis allé quand j'en avais envie, quand j'en ressentais le besoin. Mais c'était toujours des moments qui me ramenaient du coup à la réalité et en moi et qui me ramenaient à quelque chose d'aussi, peut-être plus calme en moi, où mes pensées s'apaisaient.
mes pensées s'apaisaient, où j'avais, plus trop peur de mon corps parce que je voyais qu'il pouvait faire des choses et aussi dans la douceur et pas dans la force et bref, ça a été une très, très belle, rencontre, ce yoga-là et qui du coup va faire partie ensuite de mon quotidien et de ma vie aussi à un certain moment, ça j'y viendrai après. Anyway, je rencontre un mec à ce moment-là. Je crois qu'il déménage à Paris ou je sais plus s'il habite à Paris. Non, il habitait déjà à Paris à ce moment-là, mais je le rencontre quand il habitait encore à Aix. Je me retrouve à déménager de Aix pour retourner à Paris, le rejoindre et refaire ma carrière. Quelque chose que j'avais laissé il y a quelques années. Du coup, là, on se trouve en 2017, donc quasiment 2, 3 ans après que je sois rentré dans le sud, après mes premières crises d'angoisse chez France Télévisions. Je me sens enfin prêt à retourner à la capitale, à revivre mes rêves, à redevenir attaché de presse, et on y va, on y croit. J'ai été faux sur toute la ligne. Je me retrouve à Paris, j'habite 6 mois chez lui, je me trouve un job alimentaire, je bosse au bon marché à Paris, une horreur. Enfin, franchement, je souhaite à personne d'être vendeur comme ça sur un floor. Enfin, c'est terrible, terrible, terrible. On nous oblige à rester droit comme ça, à faire genre on travaille, c'est du présentéisme, c'est une horreur. On peut pas s'asseoir. Je me souviens, en fait, on pouvait pas rester debout, en fait. On devait toujours faire quelque chose. Donc, tu prends ta chamoisine. Je travaillais chez Jimmy Fairly à l'époque les lunettes, tu nettoies un peu les lunettes, tu tournes en rond, enfin, tu ne peux pas rester statique parce que ça marque mal. Et là, je me dis, mais où je suis? Je reste 3 mois dans ce truc et je me dis, allez, ciao. Et de là, je décide du coup de retourner dans un coffee shop parce qu'à the end of the day, c'est ce que je sais faire. C'est ce que j'ai fait pendant 2, 3 ans à Aix. Donc, let's go back to the coffee shop. Euh, Là, encore une fois, je m'entoure de personnes exceptionnelles, je fais des rencontres de ouf, vie sociale, méga remplie. Donc je recommence un peu le même schéma de: «Hey, que ça va pas trop». Je fais encore des crises d'angoisse, peut-être un peu moins, je crois, parce que je crois que je vis aussi une vie qui me ressemble un peu plus. Je suis à Paris, je suis dans une ville que je kiffe plus, dans lequel je suis aussi peut-être plus nourri par mon environnement, donc forcément les crises, sont peut-être pas les mêmes, mais il y a encore énormément de triggers, notamment sur mon lieu de travail où je me rappelle d'une fois, Margot, putain, je suis obligé d'intégrer des gens dans cette vidéo, c'est terrible. Margot, tu comprendras cette histoire quand tu l'écouteras, mais je me rappelle une fois où je me prends la tête avec mon boss et bah, rien, hein, enfin franchement, c'était rien. Et en fait, ça trigger tellement de trucs en moi où je fais une crise d'angoisse dans la rue, je rentre chez moi, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. Et Margot s'occupe de moi, vient à mon chevet et me sauve de cette situation. Vous voyez à quel point à ce moment-là, je suis dépendant des gens. Et en fait, me calmer tout seul, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les autres sont ma source, les autres sont ma nourriture dans ces moments-là où ça ne va pas en fait. Donc les ressources personnelles et la stabilité personnelle, je ne l'ai pas. Je crois l'avoir parce que je suis dans un espèce de quotidien qui est hyper rythmé, où je descends tous les 15 jours, tous les 3 semaines à peu près à Aix, c'est cool. Je suis dans une vie un peu trop trop bien, où j'ai plein de potes à Paris, on fait quand même pas mal d'activités, enfin et je travaille beaucoup, enfin je travaille quand même 40 heures dans ce coffee shop où en fait je suis à plein temps mais tout va bien quoi. Mais voilà, je suis toujours ultra nourri par ce qui se passe autour de moi, mais en fait au fond de moi, il y a rien qui se passe et c'est toujours aussi sensible. Mmh. Jusqu'au moment là je continue encore le yoga, hein, à Paris. Hem, Pareil en vrai je continue, mais je suis pas tous les jours au yoga. Enfin, je le fais un peu chez moi, je m'y intéresse un peu plus. Je vais lire aussi beaucoup de choses à ce moment-là sur l'Ayurveda et je pratique pas énormément, mais je crois que le yoga va me sauver. Pour moi, c'est quand même si tu as un esprit comme ça, aussi anxieux et tu es un être aussi anxieux, tu vas faire du yoga et seulement du yoga et tu vas aller mieux. Tant que tu ne te mettras pas à 100 dans le yoga, ça n'ira pas. Donc je commence à pratiquer plus, etc. Je fais la rencontre de Stéphanie. Stéphanie, c'est une copine de coffee shop que j'ai rencontrée, une copine barista, dans le café où je travaillais à Paris, qui part faire une formation de yoga en Inde.
Donc là, je me dis déjà: «What the fuck?» genre, déjà, moi, je croyais que les profs de yoga à ce moment-là, c'était que des gens qui avaient fait des super longues études, qui, avaient passé des mois et des mois en Inde pour se former et que c'était un peu un espèce de parcours de vie dans lequel tu un parcours un peu initiatique dans lequel tu te retrouves et où tu vas faire beaucoup de recherches, assez philosophiques et cetera, peut-être un peu moins physiques que ce que je pensais à ce moment-là. Hem et en gros, tu deviens prof de yoga. Mais cette fille me dit: «Moi, je pars en Inde, je vais faire un 200 heures». Donc en gros, pour devenir prof de yoga aujourd'hui, c'est pas légiféré et c'est d'ailleurs un sujet, sur lequel, j'ai beaucoup d'avis, mais je vais pas vous les partager aujourd'hui, on va pas s'égarer. Mais en gros, tu fais 200 heures de formation et tu peux devenir prof de yoga. Ces 200 heures, tu peux les choisir de les faire partout. Ça peut être en Europe, aux États-Unis, à Bali, en Inde, enfin bref. Elle part les faire en Inde, donc je me dis: «Mais incroyable, cette fille le fait». Je la vois, elle revient, elle me donne aussi des cours, donc je me dis: «Putain, trop cool, elle a appris plein de choses» et ça a l'air d'avoir eu un impact assez significatif sur elle parce que, bah, je vois qu'elle est plus barista, elle se lance à son compte, elle est peut-être un peu plus libre aussi quelque part. Ça, ce serait à elle de nous le dire, mais je sens que ça lui fait du bien et que aussi en elle, ça a changé quelque chose parce que elle a été nourrie de 200 heures de formation, donc un mois passé en Inde où on parle H24 de yoga et hem et du coup, les mois quelques mois se suivent et je me dis: «Mais en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais aller en Inde, je vais me former au yoga, ça va changer profondément qui je suis. Je vais revenir vraiment à quelque chose d'ultra sain en moi et d'ultra bien. Je vais me mettre à méditer, je vais devenir un peu cet esthète yoga que j'imagine dans ma tête et ça va changer ma life, en fait et je vais dire au revoir à mon anxiété». Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, depuis 2015 jusqu'à ce moment-là et là, on se trouve en 2019-2020, j'ai un but dans ma vie, c'est éradiquer mon angoisse de moi. Je la déteste, je déteste ça, je lis des livres de développement personnel H24, je continue à aller chez le psy, mais je suis en bataille. C'est-à-dire qu'on peut faire en fait, je crois que le pouvoir de l'intention, à ce moment-là, il est significatif. On peut faire tout, plein de choses qui nous font du bien, aller au yoga, faire une thérapie, lire des livres de développement personnel. Si l'intention derrière n'est pas, j'ai envie de dire pure, mais c'est pas ce que je veux dire, mais vous comprendrez parce que j'aime pas trop ce truc de pureté, mais vous comprenez? Si l'intention n'est pas pure, en fait, on peut continuer, mais être dans la force. Et moi, c'est ce que j'étais à ce moment-là, j'étais dans la force. J'allais chez le psy pour me sauver, j'étais en apnée en permanence et je voulais éradiquer, je détestais cette partie de moi. Ça n'a pas fonctionné. Je vais en Inde, je passe un mois de ouf, c'était vraiment incroyable. Et puis, il y a quand même des progrès dans ma vie, hein. Enfin, j'arrivais pas à marcher dans la rue, je me retrouve quand même dans un avion tout seul à partir en Inde. C'est quand même un gros step. Donc, il y a quand même aussi des grandes phases d'amélioration dans ce que je fais aussi dans mon quotidien. Enfin, je me surpasse quand même, je pars quand même à des milliers de kilomètres de chez moi, dans une culture que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, tout seul. Même si Stéphanie m'avait conseillé et j'ai fait la même école qu'elle en Inde, donc elle m'avait quand même énormément rassuré avant. Et merci, merci. Mais voilà, c'est quand même un big step, quoi. Mais au fond, voilà, j'étais là-bas pour changer et déterminé à changer et me dire que quand je vais rentrer, ce sera un nouveau CAM avec, des nouvelles aspirations et cetera. L'impact, il a été considérable sur moi, évidemment. J'ai voyagé, je me suis surpassé et cetera, comme je vous dis, mais mais je voyais que c'est pas enfin, que j'étais encore anxieux. Enfin, c'est évidemment qu'on va pas supprimer, des années d'insécurité personnelle en un mois en Inde, sinon on partirait tous et franchement, moi je repars demain, hein. Enfin, c'est cool, hein. Mais voilà, je pense que c'est la première fois de ma vie que je comprends aussi que la baguette magique n'existe pas et que et qu'il faut que je lâche, en fait, cette idée de baguette magique, que je vais rencontrer une pratique ou rencontrer une personne qui va changer ma vie. Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi d'autres croyances qui sont là. Je me dis, mais Cam, quand tu rencontreras le bon psy, ça va tout changer et on va tout éradiquer. Quand tu rencontreras le bon mec aussi, quand tu vas tomber sur l'amour de ta vie, tu seras plus anxieux.
Quand tu habiteras dans la ville qui te fait rêver, qui te fait vraiment rêver, tu seras plus anxieux. Donc je suis toujours un peu dans cette recherche extérieure de solutions. Donc comme quoi on peut attaquer un travail introspectif en soi, parce qu'aller en Inde, c'est assez introspectif, parce qu'on médite énormément, on a énormément de cours de philo, etc. Mais encore être tourné à 100% vers l'extérieur. C'est pour vous prouver à quel point on peut, pour vraiment atteindre l'intérieur de soi, je pense que c'est long, c'est long. Et je vous parle de ça, du coup, je vais en Inde, moi, fin 2019, début 2020. Ouais, c'est ça, fin 2019. Donc, il y a eu du chemin depuis et avant ça, enfin, c'est très court, mais c'est très long aussi en même temps. Je rentre d'Inde. En fait, je vous raconte ma life, mais autant vous en foutez, mais c'est grave. Là, je suis en mode autobiographie, en fait. Bref, ça intéressera qui ça intéressera, mais je me dis, tant ça va peut-être vous faire du bien aussi de peut-être que vous allez à un moment vous dire: «Putain, mais moi aussi j'ai ressenti ça» et c'est cool parce que vous voyez que, beh, quand on voit que quelqu'un ressent les mêmes choses que nous, ça nous rassure aussi à certains moments de nos vies et des fois, on a juste besoin de ça, de voir en fait qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on ressent et qu'en fait, vous êtes pas fou. Si vous êtes anxieux, vous êtes pas fou. Voilà, il faut savoir qu'à ce moment-là, les crises sont encore là, hein. Enfin, je fais pas de crise d'angoisse en Inde, mais voilà, je me souviens, si je fais une crise d'angoisse sur le retour. J'arrive à genre, Delhi, je crois, et je suis dans l'aéroport et en fait, je sais qu'il faut rentrer en Europe. Donc en fait, forcément, là, j'étais dans ma bulle, je sais qu'en fait, ça va éclater. Là, ma bulle, elle éclate à l'aéroport et je me dis: «Beh, ça va pas aller, je vais rentrer à Aix, comment je vais faire? Blablabla» et mes angoisses reviennent. J'avais un plan numéro 2, vous vous doutez bien. Vu que je suis toujours dans une recherche à ce moment-là de ça va aller parce que ultra conditionnel, parce que je vais, rencontrer cette personne, vivre ce voyage ou quoi. J'avais déjà prévu mon plan. Moi, je rentrais à Aix, j'avais déjà prévu l'été précédent avec ma sœur, l'ex de ma sœur et ma copine Victoire, de partir en Australie. Donc en fait, je vais partir en Australie, ça va me changer. Ça va tout régler. Évidemment que non. Vous vous doutez bien, j'arrive en Australie en janvier 2020. 1er janvier 2020, je me rappelle, nous voilà tous les quatre. Moi, je leur avais dit, hein, je reste là 6 mois max, c'est pas mon délire, je vais pas faire les farm work et compagnie, les visas de 2 ans. Moi, j'y vais, je vis ma best life à Sydney, limite, je voyage pas et c'est très bien. Genre, je rencontre l'amour de ma vie et je le ramène en Europe, quoi. MDR. Le Covid arrive, tout le monde décide de repartir. Je vous la fais très courte, hein, mais tout le monde, mes potes décident de repartir en France. Donc ma sœur, l'ex de ma sœur et Victoire décident de repartir en France et moi je me retrouve en Australie. Pourquoi je reste en Australie? Parce que je crois à ce moment-là que j'ai rencontré l'amour de ma vie, Joseph et en fait je ne peux pas le laisser parce qu'à ce moment-là, je suis ultra dépendant de lui donc voum, j'ai remis mon viseur sur quelqu'un, sur encore une fois l'extérieur. En fait, je crois que avoir une relation parfaite avec lui, c'est ce qui va me sauver à ce moment-là. Sauf que c'est une relation qui est pas du tout égale, dans lequel je suis hyper anxieux, lui est hyper évitant, et où en fait, donc en fait, je suis peut-être moins angoissé de mes angoisses et la peur de mourir, mais je suis angoissé par lui. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va me tromper? Je suis hyper jaloux, enfin, je suis pars dans des délires. Tout ça, c'est ma version à moi. La version que je mettais sur Instagram à ce moment-là, c'était Cam vit son dream in Australia et j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs et bien sûr qu'il y a eu du bon. Là, je vous dépeins un peu le négatif aussi pour vous montrer la vérité, mais il y a eu des très bons moments. Mais à ces moments-là, de ma vie avec, Joseph en Australie, heu, ouais, je suis pas au max, mais en vrai, il me cause tellement d'anxiété qu'en fait mes anxiétés, elles sont à 100% sur lui et heu et voilà. Tac, 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 l'Australie. Je crois qu'à ce moment-là, ça s'arrête avec Joseph. Je décide de rester en Australie. Donc là, big step encore une fois parce que je perds mon pilier australien, mais je décide de rester. Pourquoi je décide de rester? Parce que, je me suis fait grave des potes. Emma, si tu passes par là, you won't understand what I'm saying, but I love you. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hem
Donc je reste en Australie parce que, ben voilà, j'ai grave des potes, je travaille dans un coffee shop qui est trop cool, je me sens trop bien et cetera, je me sens libre. Mais voilà, encore une fois, je vais encore chez le psy à ce moment-là et notamment vers la fin de mon voyage en Australie parce que je sens que, je sens que ça va toujours pas. Vous savez quand vous avez tout pour être heureux, mais vous savez qu'à l'intérieur, ça va pas. Parce que, je vois que je commence à avoir peur de plus de choses, je vois que, certaines peurs reviennent, que j'ai aussi certains symptômes qui reviennent. J'ai un peu plus peur de mourir, j'ai un peu plus la tête qui tourne, je déréalise aussi à certains moments. Mais ouais, voilà, c'est pas ouf. Donc du coup, je décide de rentrer en France parce que je voulais être, plus proche de ma famille et me voilà, rentré à Marseille. Je sais pas si j'oublie quelque chose. Non, je crois pas. J'arrive à Marseille et je me dis: «Quand même». Encore une fois, comme quoi je me trompe à chaque fois. N'ayez pas des certitudes par rapport à votre vie parce que vous allez vous apercevoir que vous êtes votre propre joke en fait. Parce que moi, toutes les certitudes que j'ai et qui me rassurent en mode non mais moi je fais pas ça et moi je fais ci, moi je fais ça, à la fin je fais jamais ce qui est prévu. Donc si j'ai un conseil à donner, peut-être que vous en foutez de mes conseils, mais vous croyez pas. Enfin, en fait, genre quand vous avez des certitudes, lâchez-les parce qu'en fait, la vie après fait tellement son travail et vous prouve tellement le contraire parfois. J'arrive à Marseille en mode, «Guys, moi je reste 2 mois, je repars vivre à Amsterdam, à Copenhague, à Barcelone», enfin je sais pas. Mais moi la France, très peu pour moi. Vous avez un peu cette pensée, quand on commence à voyager, on croit qu'on est mieux que les autres. Mais en fait, moi, I'm better than this, you know? Marseille, c'est pas pour moi, en plus, c'est commencé à être un peu à la mode à ce moment-là. Là, on est en 2020, je suis resté 2 ans en Australie. 2022-2020, ouais, 2023. Je ne suis que de passage, mais finalement, par A plus B, je me retrouve à enseigner le yoga parce que je remplace une copine et qui en fait, du coup, le cours devient mien parce que la fille en question part et du coup, je commence à développer mon business de yoga à Marseille. Encore une fois, tout va bien. Le yoga fonctionne. J'ai mon side job, c'est-à-dire que je bosse dans un coffee shop qui est super à ce moment-là, la tisserie et c'est trop cool. Parce qu'en vrai, j'ai tout pour être heureux. Genre, j'ai de l'argent, je commence un peu, mes cours sont remplis, je commence à bien connecter avec les gens autour de moi. J'ai mes potes, mes anciens potes, des nouveaux potes, tout ça. Mais encore une fois, je sens qu'au fond de moi, ça va pas. Et mais je continue du coup à aller voir la psy parce qu'en fait, c'est exactement ce que je faisais à ce moment-là. Comme ça va pas, tu vas chez la psy. Et en fait, être toujours, je sais pas, dans ce moment-là, je croyais que c'était par rapport au yoga que j'allais pas bien, parce que peut-être que je travaillais trop, ou peut-être que si, peut-être que là, peut-être que parce que j'avais pas encore rencontré un mec, et je me sens seul, et blablabli. On se trouve toujours des trucs. Mais je me fous encore méga la pression par rapport à ma carrière à ce moment-là. J'ai décidé que le yoga à ce moment-là, c'était ma vie. Sachant que, il faut savoir une vérité sur moi, j'ai toujours dit, surtout aux gens qui m'entourent, peut-être pas de manière, publique on va dire, mais que le yoga c'était pas ma passion et je comprenais pas. Je me disais toujours: «Cam, tu fais un job qui te plaît, mais c'est pas ta passion» et du coup, j'ai toujours eu ce truc avec le yoga où ça fonctionne et je crois que je suis un bon prof, mais en vrai, je crois que ça m'animait pas tant que ça. Mais je le faisais pour une raison, enfin, pour d'autres raisons aussi, mais je sais que je faisais du bien aux gens et qu'en fait, moi, recevoir un message après mes cours en mode: «Cam, j'allais pas bien» et en fait, ton cours m'a fait me sentir bien. Ma mission, elle était réussie et ça m'a apporté un truc, mais j'étais pas à ce niveau-là de ressenti. J'étais juste dans le je pouvais pas accéder à ça en moi, à ce moment-là, de la reconnaissance, la joie de faire du bien et cetera. C'est pas une partie de mon être que j'avais encore découvert. À ce moment-là, c'était: «Cam, tu as raté ton cours, ta playlist, elle était à chier, de toute façon, tu n'es pas créatif dans tes séquences de yoga, les gens s'emmerdent, tu es un imposteur, tu ne connais pas assez bien le corps et l'anatomie, tu ne connais pas assez bien la philosophie» et blablabli et blabla. J'avais toujours quelque chose à dire et en fait, si les gens ne me disaient rien à la fin de mon cours, j'étais toujours déçu parce que je me disais: «Ah, ça leur a pas plu». Enfin, j'étais en permanence dans le stress. Je me souviens de quelques cours que j'ai, selon moi, réussi en mode: «Putain, je me suis senti bien», mais c'est vraiment anecdotique. Mais j'étais tout le temps en train de me flageller, hein. Mais du coup, tout autant que je me flagellais, je continuais à prendre des classes. C'est-à-dire que je rajoutais des classes sur mon planning, ça fonctionnait bien. Il y a plein de studios, c'était avant l'ère Pilates. Maintenant, c'est Pilates, Reformer et compagnie, mais à ce moment-là, yoga, il y a 2-3 ans,
C'était incroyable. Je crois qu'en ce moment, les gens tournent un peu leur dos au yoga, mais peut-être qu'on reviendra, je sais pas. Donc ouais, ça fonctionne pour moi, mais je sens qu'à ce moment-là, je suis un peu en train de m'épuiser en fait, parce que je suis en permanence dans le jugement de moi et dans le je n'ai aucun amour pour moi à ce moment-là et je vis juste, à travers ma carrière en mode: «Cam, tu vas réussir, tu vas devenir, heu, tu vas devenir genre un peu, genre pro dans ton domaine». Et du coup, tu vas faire des trucs, qui brillent et que les gens voient et qu'il va y avoir encore plus de gens à ta classe et cetera. Mais du coup, je perds un peu l'essence de tout ça et c'est trop cool d'avoir de l'ambition. Attention, je suis pas en train de cracher sur les gens qui ont de l'ambition, mais moi, j'étais pas connecté à un truc, cool en moi parce que j'étais toujours en train de me pousser, 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 toujours pour être le meilleur, toujours pour faire mieux que les autres et enfin, fatigant et tout ça, c'est quelque chose que je racontais pas à ce moment-là sur les réseaux, donc l'extérieur voit juste que je réussis et que je suis bienveillant et que je suis quelqu'un de cool et cetera et de sympa avec les autres parce que je rencontre beaucoup de profs et je suis très aussi beaucoup je questionne beaucoup les gens autour de moi, comment ils se sentent, je me souviens, j'organise même, parfois des workshops entre profs pour savoir un peu comment on peut évoluer ensemble pour être mieux dans nos enseignements et cetera. Sauf que moi, en fait, je fais tout le contraire dans ma life, donc mais il y a quand même une partie de moi qui veut être beaucoup plus bienveillante. Les signaux de détresse, d'angoisse reviennent en moi, en juin 2024. Ouais, c'est ça. Entre-temps, j'ai rencontré Thomas et cetera, donc c'est cool parce que je fais quand même beaucoup d'allers-retours à Bruxelles et je m'aperçois que peut-être que j'ai envie de bouger ailleurs mais du coup, ça crée quand même beaucoup de questionnements en moi. Mais cette partie-là de ma vie devient de plus en plus douce aussi. Je m'aperçois que avec lui, je peux juste être moi aussi à certains moments. Ne plus être le prof de yoga, ne plus être la personne qui veut réussir ou qui veut se montrer sexy sur les réseaux. Juste moi et lui, en fait, il a décidé de m'aimer tel quel. Et je vais pas repleurer une deuxième fois, mais juste pour vous dire qu'à ce moment-là, l'avoir dans ma vie, ça m'a juste prouvé que je pouvais. C'était là ma première porte d'entrée à je peux juste être quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps dans le faire et tout le temps dans le je vais devenir. Donc tu vas m'aimer. Lui m'a pris tel quel. À ce moment-là, avec mes angoisses, etc. Sachant que tous les mecs que j'ai rencontrés avant Thomas, je redoutais à chaque fois le moment où j'allais leur expliquer mes angoisses. Donc j'étais en bataille avec moi en mode tu ne diras pas à cette personne que tu es anxieux et elle ne le verra pas. C'est-à-dire que j'ai passé parfois 6 mois avec une personne, enfin plus, mais pendant 6 mois, je ne disais pas que j'étais anxieux. Donc je vivais tout dans le silence et c'était horrible parce que c'était une partie de moi que je n'avais pas envie de révéler. Thomas, je me souviens dès les premières semaines, je lui ai dit: «Écoute, moi je suis un peu sensible» et hem et c'était cool pour la première fois de pouvoir, être aimé par quelqu'un qui va pas juger cette partie-là de nous et qui en fait, moi l'image que j'ai de Thomas quand ça va pas, c'est juste ses bras ouverts en mode: «Beh, ça va pas, viens, viens, tes angoisses elles sont là, elles font partie de qui tu es aujourd'hui, mais moi je t'aime au-delà de tout ça et avec ça». Et donc pour la première fois de ma vie, je m'aperçois qu'en fait je peux être aimé quoi. Donc ça c'est cool. Aimé tel que je suis avec, mes zones d'ombre aussi quoi. Et bon bref, je vais pas vous romantiser, ma vie, mais voilà, c'est une parenthèse que je voulais aussi faire et donc voilà, les premiers signaux en fait, que ça va pas parce que ça fait 2 ans que je travaille et que je ne pense et je que yoga, je mange au yoga, je chie yoga, enfin je suis en mode yoga, 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 tout le temps et donc là, je commence à être en cours au mois de juin et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sens que le corps est en train de dire des choses bizarres. Je suis tendu. Moi, mon symptôme favori, c'est la tête qui tourne. Si j'ai la tête qui tourne, c'est qu'à l'intérieur, ça va pas. Ou que je suis pas sur le bon chemin, ou qu'il y a un truc qui est bloqué en moi, ou un besoin qui est pas écouté, quoi. Ou que mon enfant intérieur est en PLS. Hem, à ce moment-là, je suis en cours cette semaine-là et ça a été vraiment une semaine ultra déterminante dans ma relation à l'anxiété. Heu, je me souviens, le mercredi, j'ai cours.
Non, le lundi, j'ai cours, j'ai la tête qui tourne. Le mardi, j'ai cours, j'ai un peu plus la tête qui tourne. Le mercredi soir arrive. Non, le mercredi midi, je vais en cours, je me souviens, et je me dis: «Est-ce que je vais vraiment donner cours?» parce que je sens que ça va pas. Je sens que j'ai l'angoisse, je suis pas bien, j'ai peur de tomber dans mon cours, j'ai peur que les gens me voient tomber aussi à ce moment-là. Parce que moi, je m'étais mis dans ma tête que être prof de yoga, on montre pas ses émotions et on guide une classe, on lead une classe. Si la personne ose voir tes émotions, mais alors qu'elle vient pour chercher de la ressource, toi, tu vas lui dire que ça va pas, mais ça va pas ou quoi? Donc à ce moment-là, très, très compliqué pour moi, le mercredi midi. Le mercredi soir, je me pousse quand même à y aller en mode, «Tu vas donner ce cours, quoi». Et là, ça lâche complet. Je suis en cours, d'un coup, tout s'arrête. C'est comme si on met 2 bouchons dans ses oreilles, les gens deviennent flous, ta vision devient floue, tu es en toi, mais tu es je ne réalisais pas à ce moment-là, mais tu es dans ton corps et tu as la tête qui tourne, tu commences à avoir le cœur qui bat, des palpitations, des sueurs, tu sais plus quoi faire. Sauf que là, en fait, je suis à 15 minutes de cours, le cours il dure 1 heure. Comment je fais? Est-ce que je choisis le chemin de la vulnérabilité? C'était un mot que je connaissais pas à l'époque, hein. Mais ça, ça aurait été pu être une option de: «Guys, je crois que ça va pas trop ce soir. On va faire un cours différent ou je vais arrêter le cours tout simplement, je suis pas dans mon assiette». Ça, c'était une option qui était possible à ce moment-là. Impossible pour moi, parce que je vais me ridiculiser devant ces gens, ils sont venus chercher du bien-être dans mon cours et en fait, je vais leur dire que je vais arrêter, tout ça parce que moi je vais mal. Ma cocotte, tu vas te bouger, tu vas donner ce cours. Voilà ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Donc je me mets minable. Je fais des allers-retours, entre le devant de la salle, l'arrière de la salle en fait et je marche, je marche, je marche, mais ça ne passe pas, j'ai la tête qui tourne, je sens que je vais m'écrouler à tout moment. Et en fait, je me souviens de dicter mon cours et m'accroup en fait, je pouvais même pas aller sur mon tapis parce que dès que je refaisais une pause de yoga pour montrer, ce qu'on devait faire, ça retournait en fait parce que ça revenait encore plus, parce que j'étais encore plus exposé. Et moi, il faut comprendre que le regard de l'autre dans ces moments-là et de manière générale, même si on peut penser le contraire, c'est un gros, 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 gros trigger pour moi. Montrer que ça va pas, comme je vous le disais, c'était impossible. Donc, être sur mon tapis devant, en leur montrant les poses de yoga, ils allaient encore plus voir que ça allait pas. Alors qu'en fait, non, ils auraient peut-être pas, même pas vu. Mais bref, voilà. Et j'arrive tant bien que mal à finir le cours et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Là, je peux plus. Donc là, je rentre chez moi. J'avais un cours le lendemain matin à la plage à 7 heures du mat. Et j'appelle, ma mère, j'appelle Garance, j'appelle ma sœur. Et je leur dis: «Je peux pas aller en cours, je ne peux pas». Donc forcément les gens, ils savent, enfin, c'est assez inédit aussi pour eux que d'un coup ça faisait quelques années déjà que je manageais mes angoisses et qu'en fait, Cam il est angoissé, mais ça va. Il y va quoi, il est déterminé, c'est un battant, ça va de mieux en mieux et cetera. Sauf que là, je leur dis: «Guys, ça ne je ne peux pas». Donc eux me disent quand même: «Mais essaye, dors peut-être la nuit, machin». Mais moi je dis: «En fait, ça va pas». Donc là, je m'effondre et je dis: «Ça ne va pas, je peux plus retourner en cours. Il me faut 3 jours de pause». Je prends 3 jours de pause, enfermé chez moi bien sûr parce que, je peux pas. À ce moment-là, j'étais plus que concentré sur le yoga, donc j'avais plus qu'à annuler mes cours, c'était pas mal parce que je travaillais plus au café. J'avais décidé de me consacrer à 100 au yoga, comme quoi, je m'étais encore trompé. Je prends 3 jours de pause, je vois qu'au bout de 3 jours ça va pas et en fait, de là, je suis en panique totale et je me dis: «Je peux plus aller enseigner». Mais en fait, le «je peux plus enseigner» se transforme à «je peux plus sortir de chez moi». Donc là, je me retrouve, rue Sauveurtaux-Bellem à Marseille, dans mon appart. J'appelle ma mère et je lui dis: «Là, il va falloir venir t'occuper de moi, en fait». Je n'arrivais plus à descendre de chez moi, à sortir ma poubelle parce qu'en fait, tout me faisait peur. Je croisais en fait, Marseille, c'est tout petit et encore plus si vous vivez dans le 7e, vous savez de quoi je parle, mais on descend dans la rue, on croise toujours quelqu'un: «Ouais, salut, tu vas bien? Machin, on boit un café». Enfin, c'est Marseille comme vous l'imaginez. Sauf que moi, parler à ces moments-là à des gens, c'était impossible parce qu'ils allaient me demander comment ça allait, moi ça n'allait pas et leur dire: «Ça ne va pas», je pouvais pas croiser leur regard. Donc c'était horrible, je sortais avec des lunettes de soleil pour pas qu'on croise mon regard, jusqu'au moment où du coup j'arrivais plus à sortir de chez moi.
Ça, c'est en espace de 1 ou 2 mois, quoi. C'est vraiment tout l'été 2024. Je sais pas si c'est 2024. Oui, c'est ça, c'est l'été 2024, parce que là, ça fera 2 ans au prochain été. Ma mère vient s'occuper du coup de chez moi, elle me fait mes courses, mais elle reste une semaine. Enfin, à l'époque, elle habitait pas à Marseille, donc elle peut pas rester non plus. Elle a du travail. Enfin, donc ma sœur prend un peu le relais. On essaye d'aller à la pharmacie pour m'acheter des fleurs de bac. Il y a rien qui va parce que j'arrive pas à marcher dans la rue. Enfin, c'est horrible. Mais j'ai un voyage qui arrive à Bruxelles où je dois aller rejoindre Thomas et là je me dis mais putain mais je dois monter dans le train, je vais faire comment en fait, enfin, j'arrive pas à sortir les poubelles, qu'est-ce que je vais faire aller à Bruxelles, enfin, et après en plus de là je partais à New York, enfin bref. Donc là je me dis Cam, t'as besoin d'aide, il faut que tu changes, tu vas trouver une psy, enfin je sais pas. Je rencontre ma thérapeute avec qui j'ai fait l'épisode, Juliette, à ce moment-là, qui change complètement ma vie parce que une nouvelle approche complètement de thérapie où je m'aperçois en fait qu'elle, elle va pas arriver avec sa baguette magique. Là, je démonte encore plus cette idée-là. En fait, c'est moi qui vais faire le travail. Et ouais, ça va faire mal. Et on va aller voir et on va faire un vrai accompagnement thérapeutique. Donc à ce moment-là, je vois Juliette une fois par semaine en visio parce que je ne peux pas sortir de chez moi de toute façon. Et voilà, et en fait, je me remets petit à petit à l'étrier, mais enfin, je pars à New York en vacances, mais je passe un voyage à New York. Enfin, ceux qui l'ont vu sur Insta croyaient que c'était le voyage parfait, mais en fait, je suis en crise d'angoisse du matin au soir, ou dès qu'il faut changer d'endroit, dès qu'il faut changer de resto, c'est pas possible. Manger au resto le soir, pour moi, c'est impossible parce que ça m'insécurise trop. Euh, Être dans des foules, pareil. Donc en fait, je passe un voyage, les jambes un peu tremblantes, et je crois que Thomas n'a pas passé son meilleur voyage non plus, mais quoi qu'il arrive, il est là pour moi à ce moment-là. Et on essaye tant bien que mal de faire un petit truc cool, quoi. Bref. De là, je prends la décision, du coup, puisque ça ne va pas à Marseille. euh, mais voilà, quand même, j'attaque quand même cet accompagnement de fou avec Juliette, qui me fait voir de nouvelles choses. Pardon, je m'en mêle, je m'en mêle, je m'en mêle. L'accompagnement avec Juliette, il a été déterminant parce que elle m'apprend à me voir autrement. Elle m'apprend le chemin de l'acceptation, le rapport à soi. Le rapport à soi, genre, moi, elle me parle de ça au début, les gars, je suis en mode rapport à quoi? Genre, je fonce. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de. Il y a moi, et mon ego. C'est. Soit je sais pas qui je suis, au fond. L'enfant intérieur, moi, je me moquais des gens. Moi, je disais, mais qu'est-ce que vous avez tous à aller voir votre enfant intérieur? En gros, va voir ton enfant intérieur et casse-toi, tu vois. Mais en fait, je m'aperçois que ça va être essentiel. Ça va être essentiel d'aller voir ce qui se passe en moi si je veux avancer. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Quelles ont été les émotions qu'a rencontré justement le petit Camille quand il était petit? Ne pas tout idéaliser mon enfance comme j'avais l'habitude de le faire en mode non mais ça va quand même, t'as eu un toit sur la tête et c'est tout quoi. C'est tout ce dont tu avais besoin alors qu'en fait les fondamentaux, je pense, de mon enfance. Il y en a certains que j'ai eu, mais il y en a que j'ai pas eu, et c'est complètement ok. Mes parents le savent, on en a parlé des millions de fois, mais il y a eu des manquements qui ont fait que j'étais ultra sensible comme ça et que je comprenais pas ce qui se passait en moi et que j'avais peur de ce qui se passait et que j'avais peur du monde en fait, parce que la sécurité intérieure, je l'avais en réalité jamais reçue. Donc voilà, j'ai attaqué un long chemin de. J'aime pas le mot guérison parce que j'ai l'impression qu'avec la guérison, à un moment, on est complètement guéri. Est-ce qu'on est vraiment guéri de ça à un moment donné? Je sais pas. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Parce que c'est quand même une partie de soi. Enfin, cette partie sensible en moi, je l'aurai toujours et c'est qui je suis. Et elle m'apporte aussi beaucoup, beaucoup d'avantages et de qualités dans mon rapport aux autres, dans mon empathie, dans mon écoute, dans ce que je fais aujourd'hui, dans ma vulnérabilité, quand j'arrive du coup à utiliser cette sensibilité en ma faveur. Mais voilà, je sais pas si je guéris réellement de ça, mais en tout cas, Juliette me fait énormément de bien à ce moment-là. Je décide de m'installer à Bruxelles, mais c'est encore très très compliqué. J'arrive à Bruxelles, j'arrive pas à aller faire les courses au bout de ma rue, et c'est vraiment à 2 pas, quoi. Mais à the end of the day, il faut que je reprenne le travail parce que je peux pas rester 100 ans au chômage. Et je me dis, Cam, tu peux pas. Il y a une partie de moi qui me dit que reprendre le travail, ça va quand même faire du bien. Sur un coup de tête, j'envoie un message à Buddy Buddy à Bruxelles, qui est un coffee shop, je sais pas si vous connaissez, mais bref,
que je connaissais d'avant parce que j'étais client et je trouvais ça trop cool, en leur disant: «Guys, je viens de m'installer à Bruxelles, je suis barista. Let's go, quoi». Heu, alors que j'arrive même pas, à ce moment-là, de sortir de chez moi. Enfin bref, c'est assez bizarre, mais j'ai une espèce de je sais pas, de feu intérieur qui me dit: «Bah, vas-y Cam, rebosse». Donc à ce moment-là, je sais pas, je décide de quand même d'écouter cette partie-là, alors que je suis terrifié. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'enseigne plus du tout le yoga, j'ai sorti complètement le yoga de ma vie. Je vais sur mon tapis vraiment de temps en temps et c'est, no way. Enfin, je médite et tout quand même. Là, à ce moment-là, la méditation joue un rôle primordial aussi parce que, beh, j'ai pas le choix que d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et de chialer en fait et de m'apercevoir que, ben, ça va pas. Donc je m'assois vraiment avec mon mal-être à ce moment-là. À certains moments, je dis pas ça que je fais toute la journée, mais voilà, dans mes séances avec Juliette et dans des moments d'introspection aussi chez moi de waouh, là, ça va pas et tu besoin de le voir que ça va pas à certains moments, je crois, dans ta life et de t'asseoir et de vivre tes émotions à 100%. Parce que moi, ma vie, elle m'avait appris à, tes émotions, tu vas pas les montrer, en fait. Tu vas juste être un rayon de soleil qui va passer dans la vie des gens, qui veut réussir. Mais en fait, se montrer vulnérable, c'était trop dangereux pour moi. Parce qu'ayant grandi dans un environnement qui était insécurisant, à quel moment vous voulez que je dise à quelqu'un ça ne va pas ou j'ai besoin d'aide? C'était impossible. Parce que ça veut dire que du coup, je me montrais vulnérable et que du coup, j'aurais pu être encore plus attaquable et encore plus, du coup, mis en danger par l'autre. C'était mort, enfin, c'était pas possible. Bref, je sais plus où je voulais en venir. Mmh. C'est vraiment décousu ce podcast. Je m'excuse pour les gens qui comprennent rien. J'espère que vous prendrez quand même de la joie à m'écouter, mais quand je vais réécouter ce truc, ça va être terrible. Mais bon, voilà, on est qui on est, écoutez, hein. On fait ce qu'on peut avec le cerveau qu'on a, et moi, c'est difficile de donner la structure alors que j'ai vécu énormément d'émotions à ce moment-là. Donc ouais, voilà, j'attaque le travail, mais du coup, on me dit: «Voilà, Cam, il faut venir faire un essai chez Buddy Buddy». Mais en quelle année je vais aller faire un essai au travail? Alors sachant que je pouvais pas, enseigner un yoga, qu'est-ce que je vais aller prendre des commandes dans un coffee shop avec des gens qui vont me regarder et des boss et cetera? Ce n'est pas possible. Mais bon, ma foi. Je sais pas par quelle force je me retrouve à aller faire un essai chez Buddy Buddy. Je me souviens, Thomas me dépose en haut de la rue du coffee shop, je descends, j'ai mes lunettes de soleil, je me dis: «Putain Cam, tu vas devoir enlever tes lunettes de soleil», et vous savez les fameuses lunettes de soleil que j'avais gardées du coup tout l'été parce que, bah, en fait je pouvais pas regarder les gens dans les yeux, mais là il fallait que je les enlève parce que j'allais être dans un environnement de travail, quoi. Et je me souviens, j'avais fait mon état des lieux de Marseille quand je suis parti avec l'agent immobilier, hem et du coup j'arrivais pas à sortir dehors et j'arrivais pas à voir même mes potes, mais je devais aussi faire un état des lieux pour pouvoir aménager à Bruxelles. Mais du coup, le gars arrive chez moi, j'ai mis mes lunettes de soleil parce qu'en fait, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Enfin, c'était horrible, 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 horrible. Du coup, je me retrouve à Buddy Buddy avec mes lunettes de soleil que j'enlève du coup devant la porte. Mais du coup, ça me demande énormément d'efforts pour vous prouver à quel point on peut partir dans des délires, quoi. Enfin, et le moindre. À ce moment-là, c'était les lunettes de soleil qui allaient me sauver, quoi. Mais du coup, je les enlève. Et en fait, je me mets quand même dans cette. C'était 1 heure d'essai, hein, enfin, rien de fou, hein. Et c'était très, très compliqué pour moi de me mettre dedans, mais je me mets dedans et je ressors de là hyper fier de moi, en mode: «Putain Cam, ça faisait des mois que tu avais pas retravaillé», parce que ça, c'était au mois de octobre ou novembre, et depuis le mois de juin, du coup, j'avais pas travaillé. Pas touché à un tapis de yoga, pas touché à une machine à café. Touché à rien d'ailleurs parce que j'étais en mode, survie, quoi. Et mais bon, voilà, trop content de l'avoir fait. Je me dis: «Bon, ben cool, on va se mettre là-dedans, quoi. Ça va, le coffee shop, une nouvelle fois, va être mon filet de sécurité financier, social, pour pouvoir, voilà, te remettre le prix à l'étrier et du coup reprendre le yoga à un moment donné, quand tu t'en sentiras capable». Parce que moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était: «Cam, tu es le yoga, tu es prof de yoga», et je ne fondais que mon identité sur ça. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dégrossi aussi dans ma thérapie avec Juliette. Je ne suis pas et vous n'êtes pas vos jobs, les gars, genre. Vous êtes un truc que vous faites à un moment donné dans votre vie, c'est une expérience. Et pour moi, genre là, à ce moment-là, limite, je me présentais genre Camille, prof de yoga. J'arrivais chez Buddy Buddy en mode: «Oui, mais je suis là, mais je suis prof de yoga».
Mais what do you mean, t'es prof de yoga? Genre, t'enseignes pas, donc arrête de dire des. Mais parce qu'en fait, pour moi, ça représentait une certaine place dans la société. Les gens vont croire que du coup, tu es intéressant, que tu es un peu peut-être philo, un peu peut-être psycho, ouais. Euh, un peu, euh, un peu sensible, un peu spirituel, et ça fait bien, quoi. Euh, donc voilà, à ce moment-là, mon objectif, c'est remettre le pied à l'étrier grâce à un travail alimentaire, entre guillemets, pour reprendre ensuite le yoga, parce que le yoga, c'est qui je suis. Voilà, et du coup, le travail, c'est très compliqué pour moi à ce moment-là, parce qu'en fait, je vais au taf et je suis en mode, à tout moment, tu peux avoir une crise d'angoisse. En fait, je retombe dans mes travers d'avant, où en fait, l'angoisse fait partie à 100% de ma life, où c'est très compliqué pour moi de prendre le bus. Je me souviens d'appeler Juliette aussi, ma thérapeute, avant de prendre le bus et d'aller faire mes shifts à Buddy Buddy en mode je peux pas aller dans le bus, je peux pas aller dans le bus, je peux pas aller au travail. Et elle me disait, Cam, c'est un choix. Tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Il y a des fois où je suis pas allé. Je pense la plupart des fois je suis allé, mais c'était très très compliqué de. J'avais vraiment l'impression de me traîner. Vous voyez, quand on prend quelqu'un par la main, je sais pas si je me prenais par la main ou par le col à ce moment-là pour aller au taf, mais je, 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 j'avais l'impression vraiment de. Vous voyez, on prend une pelle et on puise en soi les forces pour se motiver à faire quelque chose. Je sais pas si j'étais en force ou en douceur avec moi, mais je sais pas, j'étais en communication avec moi dans ces moments-là de me dire, Cam, tu vas y arriver et je sais pas, tu vas aller faire cette journée de travail. En fait, après, l'expérience te montre que, ben, en fait, ça peut bien aller, mais encore très compliqué pour moi parce qu'il y a des moments où je suis pas bien, où j'ai énormément la tête qui tourne avant d'arriver à mes shifts et où je me sens pas bien, en fait. Et je me dis, je vais pas pouvoir parler à mes collègues, je vais pas pouvoir parler aux clients et ça ne va pas. Et aussi, il faut savoir qu'à ce moment-là, la déréalisation fait partie inhérente de ma vie. Je déréalise matin, midi et soir. Je me lève le matin, je me dis, Cam, est-ce que tu es dans ton corps? C'est la première question que je me pose à ces moments-là. Et il faut savoir que la sensation d'être en dehors de son corps, elle est terrifiante. Donc en fait, c'est juste ce qui se passe en fait chimiquement en soi, c'est que on est tellement en surcharge là-haut que le mental dit, hop, moi je sors de ça. Au revoir, merci. Parce qu'en fait, tu es trop, il y a trop de pensées là-dedans, donc hop, je m'excuse. C'est un moyen de fuir en fait, tout simplement. Mais bon, ça, je le sais qu'après, sur les moments, c'est horrible. Et il y a des moments où j'arrive au taf où je suis complètement pas là, quoi. Je suis là, physiquement, mais mon esprit, il est complètement ailleurs. Je suis là, je suis à côté de moi, je suis en dessus de moi. Enfin, c'est très imagé ce que je vous raconte, mais c'est vraiment une sensation que j'ai à ce moment-là. Donc très très compliqué pour moi d'assumer ces journées-là. Et mais voilà, je sens que quand même ça va de mieux en mieux et que je tiens quand même le bon bout dans mes bons jours. Dans mes mauvais jours, je dis que je suis une merde et que de toute façon, j'arriverai jamais à rien, que je sais même pas si j'allais reprendre le yoga. Donc je me motive quand même à reprendre le yoga à un moment. Commence à faire des classes de remplacement, je me reforme un peu aussi. Enfin, et en fait, je m'aperçois qu'en redonnant cours, j'ai plus le truc, tout simplement. Et qu'en fait, l'anxiété, elle est là, hein, quand j'enseigne et tout, forcément, il y a une partie de moi qui se rappelle aussi. Parce que l'anxiété, c'est beaucoup ça, c'est toujours prévoir ce qui se passe dans le présent avec le mental du futur ou du passé. Même avec mes mains, je sais pas où je suis. Enfin, hem et donc je suis dans mes classes et cetera. Enfin, j'en ai pas enseigné beaucoup, mais toutes les classes de remplacement que j'ai fait, c'était compliqué parce que je me rappelais toujours des crises d'angoisse que j'avais faites, du coup, au mois de juin et en fait, ça me terrifiait. J'arrivais pas à ce moment-là à me rassurer. Mais en plus de ça, j'avais perdu la joie d'enseigner, je crois. Et j'avais quand même la joie d'enseigner quand j'enseignais à Marseille. Là, il me manquait un truc, il me manquait la joie du yoga en soi et de transmettre. J'avais plus, donc j'ai décidé d'arrêter et en fait de continuer à juste travailler chez Buddy Buddy et en fait m'occuper de moi tout simplement. Et en fait, c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que avoir le temps et le luxe de le faire, c'est-à-dire que je suis passé, du coup, j'avais pris des heures en moins chez Buddy Buddy pour accorder du coup plus de temps au yoga, mais je ne l'ai pas fait. Mais du coup, j'ai utilisé ce temps-là pour moi. J'ai moins gagné d'argent. Alors oui, je suis privilégié et tout, mais c'est des périodes où j'ai moins gagné d'argent dans ma vie, où j'ai peut-être fait. C'est peut-être bête ce que je raconte, ça va peut-être paraître, peut-être vous allez vous dire, ouais, n'importe quoi, je pars tout le temps en voyage, en week-end et tout, mais bref, à ma manière, j'ai vécu un peu moins abondamment, on va dire.
mais j'ai pris du temps et en fait, à ce moment-là, le temps, ça a été la richesse la plus précieuse que j'ai eue parce qu'en fait, se lever le matin, pouvoir méditer, pouvoir m'asseoir sur ce lit exactement là et en fait passer du temps à aller voir ce qui se passait en moi, à me rassurer, à écouter les voix de mon mental, à écouter les voix de mon cœur, à aller voir cet enfant intérieur qui en fait était la plupart du temps en PLS parce qu'en fait, je l'avais délaissé pendant des années et en fait, laisser pleurer un bébé, on le ferait pas, mais on le fait souvent pour soi. Quand on pleure à l'intérieur, on veut taire les pleurs ou on veut pas les écouter ou alors on leur dit de se la fermer tout simplement et qu'en fait, on est mieux que ça et qu'en fait, ouais, ben pleure plus en fait. T'as rien pour pleurer et en fait avance et tu un toit sur la tête et tu un mec et cetera. Alors qu'en fait, cet enfant, il pleure parce qu'en fait, il y a eu des manquements et on s'est peut-être pas bien occupé de lui à un moment donné, tu vois? Que ce soit la famille ou soit de soi à soi où en fait on a été tellement en force pendant des années pour devenir quelqu'un, pour, paraître que, pour faire semblant, pour mettre les meilleurs masques, en fait, qu'au bout d'un moment ça explose et en fait, je n'avais plus le choix que de venir écouter cet enfant-là intérieur en moi et de souvent on demande si la spiritualité c'est un choix et c'est une question que j'aime beaucoup et que je pose aussi dans mon podcast. Je pense pas que la spiritualité, c'est un choix, c'est une nécessité pour moi à un moment donné, à ce moment-là dans ma vie. Je n'avais pas le choix que d'aller voir ce qui se passe en moi et je n'avais pas le choix que de m'ouvrir à plus grand et de faire confiance. Si j'arrivais pas à me faire confiance à moi, certains jours, en mode, je savais pas si j'allais mourir sur mon lieu de travail ou si j'allais avoir la tête qui tourne ou si, j'allais déréaliser. Je faisais confiance à l'univers. Je me disais que il y avait une force, le monde autour de moi, parce qu'en fait, je crois qu'on n'est que matière, en réalité et qu'en fait, je ne suis constitué que d'atomes, tout comme l'arbre qui est en face dans mon jardin. Je faisais confiance à ça, en cette vie, en mode, tout ça a un plan et hop, puisque j'arrive pas à me faire confiance en moi, je vais faire confiance à l'univers. Mais en fait, j'ai compris à la fin que l'univers et moi, c'était pareil et qu'en fait, je pouvais me faire confiance et que voilà, là, je vous parle parce que je suis un peu allumé ce matin et ça fait plusieurs minutes que je vous parle et que du coup, mes idées deviennent de plus en plus claires, mais il y a des jours où ça l'est pas du tout encore. Mais voilà, cette période de ma vie-là, de toute l'année dernière, on va dire, ça a été ultra, cool pour moi parce que, beh, j'ai pris je me suis octroyé le luxe de faire ça, de gagner un peu moins d'argent, mais de prendre du temps pour moi et je le conseille souvent à des gens qui sont perdus autour de moi en mode si vous avez la possibilité de prendre du temps, de réduire vos heures pour vous occuper de vous ou de même si vous travaillez 40 heures et cetera dans la semaine et je ne parle pas de gens qui ont des enfants et cetera parce que je ne sais pas ce que c'est votre quotidien, mais des gens qui ont à peu près un quotidien similaire à moi, allez vous faire des balades même si vous travaillez pas, si vous travaillez toute la semaine, prenez un quart d'heure le soir juste pour aller voir ce qui se passe en vous. Méditer peut-être le matin de temps en temps, ça veut pas dire être hyper strict et du coup être angoissé quand vous faites pas votre méditation du matin ou quand vous êtes pas allé à votre séance de sport parce que c'est bien de se connecter à son sport et de calmer son système nerveux, blablabla. Enfin, enlevez-vous toutes ces règles-là et essayez juste d'octroyer des temps où vous venez écouter ce qui se passe en vous. Ça peut être sous la douche et Juliette m'a dit ça un jour, elle me dit: «Mais Cam, en fait, si tu peux pas méditer, écoute-toi, sous la douche, quoi. Prends 2 minutes juste pour ressentir». Ressentir, ça a été un mot qui a été ultra, 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 ultra important et nouveau pour moi. Je pense que c'était un mot que j'utilisais pas du tout dans mon vocabulaire ou alors peut-être juste dans un vocabulaire très mental, comme je disais dans mes cours de yoga. Ressentez ce qui se passe en vous. Alors que moi-même, ressentir, mais c'était impossible pour moi parce qu'en fait, aller ressentir ce que je ressentais en moi, c'était que du noir. Et comment assumer le noir et la noirceur face à des gens qui vous écoutent et même face à mes amis, à ma famille, comment dire que ça va pas et que mes amis, j'avais toujours plus l'habitude de le faire, mais comment juste peut-être me l'avouer à moi aussi. Ressentir, c'était peut-être voir en fait que ça allait pas et qu'en fait je devais juste prendre conscience des manques que j'avais eus et faire la paix aussi avec tout ça. Ça veut pas juste être dans ce truc d'hyper-victimisation en mode ouais, mais moi j'ai manqué d'amour de ma mère et ouais, moi j'ai manqué de la présence de mon père et blablabla. Ça va être, j'aurais pu en rester à ce stade-là, je crois. Et je pense que des fois, il y a besoin de rester à ce stade-là aussi, un peu de se victimiser. Mais à un moment, j'ai décidé aussi de faire la paix avec ça. Et ça a été un premier pas pour moi pour aller vers quelque chose de mieux pour moi-même. C'est faire la paix avec mes parents. Je sais pas si c'est fait à 100 aujourd'hui parce que, bah, je pense que je le saurais peut-être pas, mais je me sens déjà beaucoup mieux par rapport à ça. Mais voilà,
Ressentir, ça a été pour moi un mot hyper, hyper, hyper déterminant et j'ai utilisé du coup le temps que j'avais en dehors de mon temps de travail pour vraiment faire ça et en fait, franchement, c'était pas une partie de plaisir, mais j'avais pas le choix en fait, si j'allais pas ressentir ce qui passait en moi, j'arrivais pas à aller au taf tout simplement. Donc j'avais atteint ma limite, je crois et je crois qu'on est tous faits de nos certaines limites et de certains paliers et peut-être que des personnes atteignent leurs limites beaucoup plus tôt. Il y en a qui font des burn-out à 40 ans. Moi, j'en ai fait peut-être, c'était peut-être un burn-out, je sais pas, mais une petite crise enfin une crise existentielle, je crois, à juste à l'aube de mes 30 ans et en fait, j'ai pas eu le choix que de m'occuper de moi. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé d'être dans une logique, comme je vous le disais, de plus d'acceptation de moi et de ce qui se passe en moi. C'est encore très compliqué à certains moments. C'est beaucoup plus doux qu'avant, ça c'est indéniable et le travail commun que j'ai fait avec Juliette a été déterminant, je crois et franchement, je remercierai jamais assez la vie d'avoir mis Juliette sur mon chemin. Des fois, je me demande, des fois, on se demande pourquoi on a été à cet endroit, à ce moment-là dans notre vie. Et je crois que avoir été à Marseille à ce moment-là, parce que j'ai rencontré Juliette à Marseille, parce qu'on faisait partie des mêmes cercles de yoga, et parce qu'elle est aussi enseignante, je crois que Marseille, ça m'a apporté ça aussi. Faire la rencontre de certaines personnes qui, en fait, m'ont fait du bien. Et je pense pas qu'à Juliette, vous vous reconnaîtrez ce à qui je pense, mais ça m'a apporté un lot de personnes qui, aujourd'hui, me font encore énormément de bien et qui ont été déterminants aussi pour ma santé mentale. Donc, quand vous vous demandez si vous êtes au bon endroit ou pas, je crois qu'il y a pas réellement de bon endroit ou pas et on m'a posé cette question, en FAQ là, si j'aurais voulu faire quelque chose différemment quand j'étais en Australie, je pense pas. Parce qu'en vrai, je crois pas qu'il y a de bons et de mauvaises places en fait ou de mauvaises, localisations dans le monde. Enfin, quand on choisit d'y être bien sûr, hein, enfin, c'était un choix que d'y aller, enfin, encore une fois, je parle dans ma posture d'homme privilégié, mais je suis hyper reconnaissant de ça, mais je crois que tous les endroits dans lesquels j'ai habité m'ont apporté leur lot de choses et j'ai fait, les choses telles que je pouvais les faire à un moment donné. Donc pour répondre à ta question, à la personne qui m'a posé cette question, je crois que j'aurais rien fait de différent parce qu'en vrai, bah, quand je dézoome après, je me dis: «Mais en fait, ça m'a apporté ça, ça, ça et ça». Ça m'a aussi apporté son lot de galères, mais je crois que j'aurais pas fait les choses différemment. Enfin, ouais, j'aurais fait les choses différemment si j'aurais pu m'apporter plus de confiance peut-être à ce moment-là et peut-être plus de confiance en la vie. Peut-être que j'aurais fait les choses différemment, mais en vrai, c'est les bagages que j'avais là et je pense que regarder l'arrière avec un œil critique, ça sert à rien parce qu'en fait, j'avais juste les bagages et les armes que j'avais à ce moment-là qui sont pas les mêmes aujourd'hui et enfin, donc voilà et donc ouais, aujourd'hui, il y a encore des moments où c'est très difficile, et c'est la conversation dont je vous parlais avec mon collègue la semaine dernière au taf en mode, toi, tu vas tout le temps bien sur ton lieu de travail et cetera. C'est faux. Enfin, je me souviens encore il y a 2 semaines où je travaillais avec 2 collègues et en fait, il y a un client qui me dit quelque chose et d'un coup, ça me trigger. Je sais pas pourquoi, je sais pas, à ce moment-là, c'est hyper inconscient et d'un coup, je me mets à avoir la tête qui tourne, je me sens pas bien, la crise d'angoisse est là. Comment je fais, en fait? Parce que je dois continuer à prendre cette commande, à faire genre que tout va bien parce qu'en fait, je suis là, beh, je dois finir de prendre la commande ou j'aurais pu m'extirper. Mais à ce moment-là, je sens que je peux, «affronter» entre guillemets tout ça mais j'utilise, en premier ma respiration pour revenir en moi et me dire: «Tout va bien». C'est un symptôme d'anxiété, il est là, il est désagréable, mais il va passer. Remets-toi dans l'instant et en fait, je m'imagine à ce moment-là m'ancrer, je reviens en moi et cetera. Je finis ma commande et ensuite, je pars à l'arrière du coffee shop pour vraiment m'ancrer en conscience et voir ce qui se passe en moi et me dire: «Bah, voilà, peut-être qu'à ce moment-là, la frustration qu'a créé ce client-là en toi, sur, cette seconde-là, de cette journée-là donnée en 2026, c'est pas passé. Voilà et je me suis pas forcément accroché dessus l'explication, mais je me dis: «Voilà, là, il y a quelque chose qui est pas passé, ton corps s'est exprimé, mais voilà, sois doux avec toi, te blâme pas pour ce qui s'est passé, tu es juste très sensible et c'est OK», je crois. Enfin, voilà comment j'ai géré ça et je pense que ça arrivera encore, enfin, des phrases qui me trigger de la part de mon entourage ou des situations ou me retrouver peut-être dans un métro bondé aujourd'hui, ça va peut-être enfin, aujourd'hui, oui, parce que je vais dans le métro après en plus. Hem, Ça a peut-être créé des choses, mais voilà, il y a des je trouve que je suis beaucoup plus doux avec moi, mais je sens que,
Beaucoup de gens m'ont demandé en FAQ comment je vais réellement aujourd'hui. Je sens qu'en fait, mon cerveau, mon mental, il est nourri à l'anxiété, il est nourri à l'urgence. Donc là, le fait d'avoir le podcast aujourd'hui, c'est un terrain de jeu pour moi, parce que déjà je m'éclate à faire ça et enfin vraiment je me sens aligné. Pour le coup, je me suis jamais autant aligné. Enfin, vous voyez par exemple, le yoga, je me sentais pas forcément aligné, je ressentais pas forcément de joie. Enfin, si je veux pas dénigrer cette période-là, parce qu'en fait je ressentais grave de la joie à connecter avec les gens, mais le yoga en soi, bon, c'était pas un truc, à ce moment-là, je kiffais, peut-être, je le kifferais à un moment donné, mais bref. Le podcast, c'est je me sens en joie, mais forcément je mentalise. Je pense à tout mon planning, à comment je vais faire, blablabli, blablabla, mais cet invité répond pas et j'ai envie de réussir et c'est encore en moi et je sens que mon cerveau, il est nourri. Si je n'ai rien à penser, mon cerveau s'inquiète. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, toujours qu'il y ait un problème à mon cerveau est nourri au problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, désapprendre à mon cerveau à juste s'asseoir et se dire: «Profite, il y a rien, il y a pas d'enjeu, il y a pas de problème». C'est très, très compliqué et c'est bien que je fasse le podcast aujourd'hui parce que je trouve que ça m'apprend énormément. Parfois, ouais, j'ai des choses à faire. Alors oui, il y a des enjeux que moi-même je me suis créé de réussir, d'être écouté, d'être vu, que de faire du bien aux gens, d'avoir un rôle dans la société et cetera, de répandre le comment on dit? La bienveillance et cetera. Donc oui, je me mets mes propres enjeux, mais il y a plein de moments où j'essaye aussi de m'asseoir et de me dire: «Calme, tout va bien». Genre, oui, ton cerveau et ton enfin, j'essaie vraiment de voir mon mental comme un être à part entière. Souvent, il y a des gens qui donnent des noms à leur mental. Moi, j'ai encore un peu de mal avec ça, je sais pas pourquoi, peut-être que ça me fait un peu peur. De me dire qu'il y a Georgette en haut qui est pleine de règles et pleine de: «Tu dois faire ci et tu dois faire ça et ne dors pas parce que tu dois publier ce truc et tu as pensé à ce que cette personne t'a dit aujourd'hui? Peut-être que c'est gna 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 gna». Enfin, vous avez ces voix permanentes qu'on a dans la tête, quoi. Heu, J'apprends maintenant à voir mon mental comme une entité qui est pas là pour me faire chier, mais qui veut me sauver. En fait, le rôle de votre mental, c'est de vous sauver, de sauver votre cul, en fait. De vous dire, en fait: «On va pas te mettre dans cette situation, mais en fait, tu as pensé à ça et tu as pensé à ce danger-là, mais si tu vas là-bas, peut-être que cette personne va te dire ça» et blablabli et voilà. C'est juste de venir l'apaiser en lui disant pas en venant vraiment rementaliser en mode: «Ouais, attends, pense autrement, non mais vas-y, calme-toi, 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 calme-toi». Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais être dans un autre discours mental, du coup, mais juste de venir ressentir en mode: «Ouais, ouais, ouais, là, je flippe, là. Là, je flippe parce qu'en fait, être face à cette personne aujourd'hui, ça me demande, ça vient trigger un truc chez moi, ça me stresse. Peut-être qu'elle va penser que je suis pas parfait, peut-être qu'elle va penser que je fais pas bien ci ou pas bien ça, mais voilà, je sens la peur en moi et j'essaye de revenir à la peur plus qu'à la question de mon mental. Mon mental, il est là, il crée des questions autour pour m'éviter la peur, pour trouver des solutions et cetera. Il sera toujours là. Je pense que être, évoluer vers quelque chose de bien pour soi et plus de calme en soi, c'est être en lien aussi et accepter que le mental soit là. Parce qu'en fait, il se taira jamais. Alors oui, on peut venir apaiser les vagues de son mental en méditant, en faisant du sport, en se confiant aussi, en parlant à quelqu'un, en posant ce qu'on pense aussi à l'écrit, ça peut faire du bien. Mais le mental, il est là pour nous sauver. On est des êtres, mentaux aussi mais voilà, est-ce que la spiritualité aussi, je pense que c'est ça, c'est se poser la question: «Est-ce que je veux croire mon mental ou est-ce que je veux avancer avec ce qu'il y a en moi vraiment?» Et je fais que me toucher la poitrine parce que pour moi, c'est là que ça se trouve, c'est dans mon cœur. Et je crois que votre cœur, il sait tout le temps ce qu'il veut. Sauf qu'en fait, on vit dans une société qui nous a appris qui est tellement, tellement, tellement insécurisante, qui du coup nous a poussé à mentaliser tout en permanence. Donc, si vous avez l'occasion de vous octroyer justement ces espaces et ces temps-là pour revenir en vous et venir écouter votre cœur, enfin moi je sais que ça a été ouais, déterminant dans mon avancée et je crois que cette avancée, elle sera un peu, j'ai lâché l'idée de enfin j'ai lâché l'idée. Là je vous parle comme si j'étais complètement éveillé, n'importe quoi. Juliette, franchement, si tu écoutes ce podcast, cet épisode, tu vas te dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» Non, non, c'est une évolution et je pense pas que j'ai lâché l'idée de je suis en train de lâcher l'idée que je serai complètement guéri un jour. Je pense que je suis en train de me faire à l'idée
de qui je suis. D'accepter en fait que, ouais, mon mental, il est beaucoup plus présent que les autres parce que, ben ouais, j'ai pas eu une enfance facile et j'ai grandi dans un environnement qui était, insécurisant. Donc mon mental a repris le dessus parce qu'en fait, je pouvais pas accéder à mes émotions à ce moment-là. Et qu'en fait, ouais, du coup, si j'ai développé une sensibilité. Une sensibilité à ce qui m'entoure, une sensibilité à ce que je ressens, à mes symptômes, à mon corps, à mes relations. Et en fait, je suis en train de me faire, plus en plus ami avec ça parce qu'en fait, je vois aussi que cette sensibilité, comme je vous le disais, un peu plus tôt, qu'elle me sert aussi énormément. Elle me permet de voir la beauté ou peut-être où les gens la verraient pas, à être émerveillés par certaines choses, à me connecter à la nature, peut-être plus que si j'étais bloqué que dans mon mental, quoi. Et et voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un chemin et qu'en fait, je veux pas apparaître dans cette vidéo je vous fais un peu l'épisode, vous savez, ça y est, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Non, parce que la ligne d'arrivée, je crois qu'elle y est pas. Enfin, on la connaît tous et si elle existe, ce sera peut-être la mort, mais voilà, je crois que je suis dans un j'attaque aujourd'hui un chemin plus d'acceptation de ce que je ressens, de reconnexion aussi à moi, à mes rêves, à mes envies aussi profondes. Je chasse un peu moins, l'avenir. C'est la première fois où j'habite dans une ville aujourd'hui à Bruxelles où je me dis que potentiellement je pourrais rester plus que 2 ans. Parce que je suis resté, 2-3 ans à Marseille, je suis resté 2-3 ans à Sydney, je suis resté, ouais, 3-4 ans à Paris, hem et toujours parce que je croyais qu'il y avait mieux ailleurs et peut-être qu'en fait qu'aujourd'hui j'arrive à me dire que le mieux ailleurs, ce sera le mieux en moi et heu et franchement, c'est un message d'espoir que je veux donner aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des personnes qui galèrent, ça me met les larmes aux yeux parce que je sais ce que vous ressentez en vous. Hem, il y a des jours où vous allez vous demander pourquoi vous êtes sur cette planète, quel est votre, rôle dans la société, qu'est-ce que vous faites là, en fait, tout simplement et parfois on veut juste s'enfuir de tout ça et ces idées-là de m'enfuir et que ça se termine, je les ai eues. Je les ai eues, j'ai voulu mourir à nombreuses reprises, j'ai appelé ma mère en pleurs en lui disant que c'était trop dur, en fait, parce que moi, vivre une vie comme ça où je suis dans la peur permanente, j'arrivais pas et en fait, du coup, je sais ce que vous ressentez et franchement, dans ces moments-là, genre, accrochez-vous parce que le jour où vous allez voir la beauté de la vie, elle va vous frapper encore plus qu'une personne peut-être qui serait pas passée par vos galères et ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, avant ça l'était pas, mais ne serait-ce que marcher dans un parc, c'est devenu genre ultra précieux. Guys, je suis vraiment navré, la vidéo a coupé en fait. J'enregistrais, je suis grave parti dans ma philosophie là et en fait la caméra n'avait plus de batterie. Donc voilà, je vais finir l'épisode pardon à l'iPhone. Je crois que je suis remis un peu de mes émotions. C'était très, très cool de parler de tout ça. En gros, le fin mot de l'histoire, je veux juste te dire que je crois que la santé mentale, c'est quelque chose qui évolue énormément, qu'on n'atteint pas forcément, ce pilier de voilà, incroyablement je me sens bien. On aura toujours à dealer avec ce qui se passe à l'intérieur et des choses parfois moins agréables. Mais voilà, le lien à soi, c'est quelque chose qui est très, 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 très précieux et la vulnérabilité, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, premièrement, en vous avouant vos émotions, en avouant, à vous-même ce que vous ressentez, en allant voir ce qui s'est passé aussi parfois dans le passé pour guérir tout ça, pour panser certaines plaies et pour ensuite du coup vivre de manière beaucoup plus légère dans le présent. Parce qu'aujourd'hui, là je vous ai raconté mes galères et que j'arrivais pas à sortir dans la rue, machin. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, je comme je vous dis, je sors, je travaille, grâce au podcast aussi, je m'émancipe aussi beaucoup plus et je relève mes propres défis. Mais la vie est devenue en quelque sorte un terrain de jeu magnifique et voilà, enfin en vrai ça va beaucoup mieux qu'avant donc je suis content de voir que la pente est ascendante. Alors oui, quand je mentalise, je me dis que j'aimerais que ça comment on dit? Que ce soit beaucoup plus rapide parce que j'aimerais parfois me sentir parfaitement bien, ne plus ressentir d'angoisse, mais c'est exactement ce que je vous disais. En fait, je crois que ça marche pas de penser comme ça, parce qu'en vrai, il se passera toujours des choses en moi et je vais être toujours un peu dans ce dialogue un peu de moi à moi où je viens ressentir, où je vais m'encourager, où je vais parfois avoir besoin de me faire du bien, me connecter vraiment
ouais, à ce dont j'ai vraiment besoin dans différentes étapes de ma vie en réalité et voilà, écoutez vos besoins, écoutez, créez de l'espace pour venir écouter vos besoins, vos envies, vos rêves. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans ce que j'ai raconté aujourd'hui. Mais voilà, bref, je veux pas plus m'étaler, je prends pas plus de temps, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Envoyez-moi des DM, likez les les, mmh, les vidéos sur Spotify, sur YouTube, commentez, n'hésitez pas. C'est vraiment le seul moyen que j'ai pour, faire perdurer un peu le podcast, dans le temps. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre patience et votre bienveillance. À très vite.